Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue, oh oui, bienvenue dans un podcast qui traite de l'actualité du champion de France 2023-2024. Voilà, c'est fait, le Paris Saint-Germain est champion de France. Et vous savez quoi? C'est mérité. Mérité pour ce PSG qui a bien bossé toute la saison. Alors bienvenue en tout cas à toutes et tous dans cet épisode 35 de 100% PSG à la tribune, le podcast débat de France Bleu Paris. Et ce matin, j'ai fait le malin, là, et le kéké, en train de vous dire, oui, champion de France, tout ça, mais j'aimerais quand même m'excuser platement. Oui, platement, quand on est rond, c'est pas toujours très simple, mais quand même, je vais le faire, voilà. Je voudrais dire bravo à Brest. Brest qui a donc décroché hier sa place européenne. Il n'y a aucune vanne dans ce que je viens de faire et qui la mérite amplement, oui. C'est pas la meilleure idée d'avoir un si petit club en Ligue des Champions, mais franchement, hier, j'étais dans les rues de Boulogne-Billancourt, en sortie du stade, et j'étais comme un âne, avec mon smartphone, en train de mater le match de Brest face à Rennes, parce qu'il y avait du suspense, parce que ça jouait, parce que c'était du vrai football. Cette équipe me redonne, oui, un peu de goût au football, un petit peu comme le Paris Saint-Germain, et franchement, merci à cette équipe de Brest, même si je déteste toujours Éric Leroy, je trouve que cet homme a amené un petit côté foot anglais dans ce championnat français, ce côté un peu, tu dois marquer juste un but de plus que l'adversaire pour le terrasser, et donc bravo à cette équipe de Brest. Voilà, je pense aux copains et copines qui sont fans de Brest. Alors, je vous annonce tout de suite, je ne vais pas être fan des petits F, petits F ou petits F, je ne sais plus comment on dit, mais en tout cas, bravo à eux, et vraiment félicitations à l'OM, à Lyon, à Rennes, qui ont vraiment bien bossé. Voilà, trois des plus gros budgets du foot français qui sont derrière cette équipe de Brest. Je sais, j'ai fait une intro sur Brest. Vous inquiétez pas, ça va pas être une émission totalement sur Brest. En tout cas, Brest et Paris méritent là où ils sont. Un est champion, l'autre sera européen. Bravo à eux. Ils nous ont redonné goût au football dans le championnat français et c'était pas une mince affaire. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, champion mon frère, oui, le PSG l'a fait sur ses réseaux sociaux ce matin avec Marquinhos qui nous l'a dit, et ça pour la 12e fois de l'histoire du club. Paris a remporté le titre de champion de France de Ligue 1, 70 points, une seule défaite, il reste encore 3 matchs à jouer pour ce PSG qui a été ultra sérieux cette saison, et il a redonné vraiment du plaisir à tous les supporters, à nous tous aussi dans ce studio. On s'est régalé et on se régale avec ce Paris Saint-Germain qui est donc en course toujours pour son possible quadruplé. Oui, parce que c'est le 2e trophée de la saison après The Fabulous Trophée des champions. On va bien sûr en parler dans cette émission du titre de champion avec cette question: quelle valeur a ce titre de champion de France? Voilà, dans quelle catégorie vous le placez? On va demander ça bien évidemment à nos débatteurs. On parlera ensuite d'une prolongation annoncée par surprise mais qui fait vraiment plaisir, la prolongation de Warren Zaïre-Emery. Est-ce que l'avenir du club appartient au Titi du PSG? Et attention, quand je dis Titi du PSG, je ne parle pas que d'un Titi, mais je parle des Titi du PSG quand on voit la signature jusqu'en 2029 de Warren Zaïre-Emery. Enfin, je sais votre impatience, vous allez me dire, il va nous parler de Dortmund ou quoi? On est quand même demi-finaliste de la Ligue des Champions, c'est mercredi, ne vous inquiétez pas, bien évidemment, on va parler de la Ligue des Champions. Dortmund PSG, Paris est-il le grand favori de ce match qui se joue mercredi? Et ensuite, mardi suivant, mercredi, ce sera du côté de Dortmund. On se pose bien évidemment la question de ça et de beaucoup d'autres choses. On en parle dans la tribune. Je vous présente l'équipe. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Romain Bédouc de la team France Bleu Paris. Salut Romain. Salut à tous. Bienvenue Gary de Jésus, journaliste chez Perform Group. Gary, l'homme qui cette saison, avec, voilà, vous savez, c'est un peu un éleveur de pur sang. Il a tous ses chevaux qui vont rentrer dans le quartier là. On en a plein en stock encore. On a du Vitinha, on a du Ramos, on a du Mendes. Bon, il y a juste Danilo qui a remis ses boîtes à chaussures. Mais en tout cas, salut mon Gary. Salut à tous. Ouais, c'est un titre avec des petites saveurs portugaises, donc on adore ça. Attends, très franchement, le Portugal qui sur sa page Twitter nous fait un petit post avec 4 joueurs portugais en train de féliciter le Paris Saint-Germain, c'est improbable. Ça se fait pas tous les matins.
On est un peuple très aimable. Il faut le souligner. Non, c'est vrai que ça arrive pas tous les jours, même pour les autres clubs, ça arrive pas, c'est pas quelque chose qu'ils font souvent, mais il y a beaucoup de joueurs importants qui sont passés par le Paris Saint-Germain et qui y sont aujourd'hui, donc on a un lien de plus en plus fort. Et d'ailleurs, hier, c'était l'anniversaire de Paoletta. Oui, en plus, 51 ans. Voilà ce petit Donc voilà, lien tu vois. qui va bien. Et ce Encore une week-end-là, passe voilà, une petite passe d'énorme. Alors, en tout cas, c'est vrai, sur Twitter, on a vu ce post. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui leur prend? Ils vont pas bien. C'est Gary Carpet CM. Tu vois, enfin, on s'est dit, c'est parti. Et le dernier de notre trio aujourd'hui, on est ravis de le retrouver. C'est un des piliers désormais de cette tribune cette saison. Alexandre Aflalo de la rédaction PSG du Parisien. Salut Alex. Bon dia du coup. Ah bah voilà, très, c'est un très bel accent. Voilà, Oui, c'est parti. Très bel accent. D'accord. Tu sais quoi, Gary? Je suis en train d'y penser. Je pense qu'on pourrait peut-être faire la saison prochaine la tribune en YouTube. Tu vois, on pourrait faire le YouTube live aussi sur le côté, enfin YouTube et podcast en portugais. Mais Parce que là, je comprends bien qu'on est parti sur une. Pourquoi sur pas? une Ça hype intéresse de plus en portugaise. plus, hein. Voilà, très bien. Par contre, je sais dire que ça. Moi, je sais pas. Je pourrais pas assumer au plus. Je pense qu'il va falloir que je trouve du monde. Il va falloir que je trouve du monde. C'est ça, mais moi aussi, c'est pareil. Ça va être bon. Bah, je laisse le truc à Gary. Je vous rappelle, bien évidemment, si vous nous retrouvez sur YouTube, les pouces, les petits commentaires, bien évidemment. Tiens, dites-nous de là où vous avez fêté le titre hier soir, ce titre qu'on aurait dû fêter samedi soir, mais grâce à ce 3-3 merveilleux sous la pluie face au Havre, on l'a fêté hier après la victoire de Lyon face à Monaco. Le PSG qui est donc devenu champion de France. N'hésitez pas, bien évidemment. Et puis en podcast audio, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires, les petites étoiles qui vont bien pour encourager la team de France Bleu Paris et de cette tribune. On est très heureux de vous recevoir et de vous retrouver. Les amis, Paris est champion. Je vous ai pas préparé à ça, mais je veux quand même vous lancer. Je voudrais juste un tout petit mot pour évoquer ce titre et après, derrière, on fera notre débat. Mais là, comme ça, si je vous dis un mot pour évoquer ce 12e titre de l'histoire du Paris Saint-Germain, ce titre de champion de France sous l'ère Luis Enrique Alexandre. Logique. Très bien. Ouais, logique. Logique, Faut que très bien. je développe. Non, je garde ok. mon logique. Très bien, je prends mon logique. Gary. Alors, je suis sûr que ça va être mal interprété, Oui, mais je vais dire inespéré, je dirais peut-être tout à l'heure pourquoi. très bien. Inespéré. Je le garde après, vous inquiétez pas. Et mon Romain. Domination. Domination. Très bien. Voilà, les trois mots. Logique, inespéré, domination. Vous savez quoi, ça tombe bien. On en parle juste après. Pour l'instant, on fait notre tour de table parce qu'on ne va pas tout changer en se disant, ouais, on va d'abord parler de Dortmund parce que ça arrive mercredi, il y a le titre. Non, on se pose. C'est votre émission. Vous savez comment ça se passe. Le j'aime, j'aime pas. On va attaquer avec, allez, c'est pour toi, Gary. Première passe. Eh oui, Gary. Ton j'aime. Je me demande ce que Comment ça c'est Pas peut la être. 60e, moi, c'est bon, je peux commencer dès le Non, début. c'est ça. Ah, ok. C'est vrai qu'on pourrait te faire rentrer comme ça à la C'est ça. 60e Si dans je mets cette émission. si je débloque la situation, ça peut être C'est pas très mal. bien. Alors moi, le j'aime, Oui. c'est un certain numéro 9 du Paris Saint-Germain qui, quand il rentre, c'est difficile pour les autres qui étaient à son poste parce que la comparaison est très compliquée. Il apporte quelque chose, bon, c'est Gonzalo Ramos, hein, Bien sûr, oui, on on l'avait arrête compris. le suspense. Il apporte quelque chose dans ce jeu, une palette que personne d'autre n'apporte dans cet effectif. Son jeu de haut but, sa création d'espace pour les autres. Et quand on a Mbappé et Dembélé sur les côtés, selon moi, c'est celui qui, c'est la pièce du puzzle manquant comme ça dans l'axe pour exploiter le maximum de potentiel des autres. Donc il leur crée des espaces, il joue rapidement, il joue toujours dans le sens du jeu, peu de touches de balle, il touche et il repart, il toujours à faire beaucoup d'appels, il s'arrête jamais, le pressing incessant jusque dans sa défense. Bref, vous avez compris. Gonzalo Ramos, pour moi, il est monté en puissance. Il a eu une saison difficile, on l'a eu après en zone mixte. En français et en portugais d'ailleurs. Ouais. Et non, en anglais pardon et en portugais. Il a expliqué que c'était une saison avec des hauts et des bas en termes de temps de jeu, en termes avec la maladie qu'il a eu aussi, et que là il s'est jamais aussi bien senti au club qu'il se sent maintenant et qu'il espère avoir beaucoup de bonnes choses dans les mois à venir. Et ouais, c'est très positif pour lui. Et je pense que quand on a un coach comme Luis Enrique, avoir un mec comme Gonzalo Ramos, peut-être pas que le joueur, mais aussi le personnage et le caractère qu'il a, je pense que c'est juste une pépite. Parce que quand il est sur le banc, on l'entend pas, il crée pas de vagues. Et malgré tout, quand il faut qu'il réponde présent, il répond présent tout le temps. 36 matchs pour Gonzalo Ramos, des bouts de match pour certaines fois, 1666 minutes jouées, 14 buts, 2 passes décisives, donc il y en a une ce week-end face au Havre, et donc ces 14 buts, il y a eu cette tête. Alors, pour l'instant, on est obligé de faire un comparatif, mais cette tête cavanesque, pour moi, j'avais l'impression, là, ce coup de boule bien placé, bien senti, un homme de jeu de tête. Romain,
Je sais que Gonzalo Ramos, te plaît de plus en plus et tu nous Ouais, parce parlais que- d'un certain Pedro Miguel Paoletta qui a fêté Ouais, il y a des son heures. anniversaire hier. Moi, sa tête, elle me fait plus penser à Paoletta qu'à Cavani quasiment. Parce que c'est le bon placement, le bon timing, la bonne zone, pas la force forcément. Pas forcément le. C'est ce qu'il faut, quoi. C'est ce qu'il faut pour marquer ton but et c'est pleinement Paoletta pour moi. Mais pour c'est moi, un, de c'est faire un ça. vrai attaquant à l'ancienne, quoi. Ouais. C'est un attaquant Bah, vintage des années 90. Pedro. Et c'est ce qui nous touche au cœur, je pense, à beaucoup de supporters des Parisiens. C'est de voir ce numéro 9 à l'ancienne, un peu débarquer de nulle part. Il y a un truc qui est assez fou parce que tu disais, je vais me retourner vers toi Alexandre, quand on parle de Gonzalo Ramos, oui d'accord, ça peut être avec Dembélé ou Mbappé, pourquoi pas d'être en pointe, mais quand on voit comment ça se passe du côté de Lorient, où là, le match 3 jours avant le match du Havre, il est titulaire, il n'est pas très bien servi, Il est moins bien, c'est ouais. plus compliqué de le trouver. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas Mbappé compatible, mais peut-être Barcola et Dembélé compatibles, je sais pas, mais c'est très bizarre dans le fonctionnement avec lui pour l'instant. Bah, je sais pas, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que Gonzalo Ramos, il a une saison un peu paradoxale parce qu'il a eu des matchs sans qui étaient vraiment abominables et les matchs avec où il a été vraiment excellent. Donc pour l'instant, il n'a pas vraiment ce juste milieu. Je pense que c'est un. Enfin, vous parlez des joueurs auxquels il vous fait penser. Moi, quand il était arrivé, que j'avais fait un peu son profil et que j'avais regardé un peu les images de lui que je pouvais voir à l'époque sans avoir vu les matchs de Benfica à l'époque. Moi, il me faisait penser à une espèce de mix entre Cavani et Icardi, c'est-à-dire vraiment une espèce de renard des surfaces, toujours très bien placé dans la surface pour mettre vraiment le dernier tir ou même le jeu de tête qui est très bon, etc. Et puis en même temps, une espèce de chien de la casse qui va toujours chercher les ballons et tout. Et en fait, c'est vrai que ces deux joueurs-là, comme d'autres numéros 9 qui sont vraiment des grands finisseurs, ils peuvent avoir aussi des matchs où ils passent complètement à travers et où on les voit pas du match. Là, voilà, c'était pas le cas quand il est rentré en jeu le match contre le Havre, quand il a aussi ce petit côté impact sub aussi qui peut être intéressant. Je pense quand même que s'il veut s'installer dans le 11 la saison prochaine, il va falloir quand même qu'il arrive aussi à pérenniser ses performances quand il est titulaire, même sans être là à tous les matchs, même sans être excellent à tous les matchs, au moins qu'il soit peut-être plus influent à tous les matchs, quoi. Petite réaction de Romain et on passe au ce prochain. qui est peut-être le plus intéressant, sorti de son profil, hein, qui est tu l'as complet, hein, tu l'as décrit. Moi, ce qui est le plus intéressant, c'est que tu sens qu'il travaille et qu'il comprend, qu'il cherche en tout cas à comprendre ce que son coach lui demande. Ouais. C'est-à-dire que on parle du but de la tête, etc. Mais la passe décisive pour le but d'Hakimi, oui, c'est Hakimi. Hakimi. C'est ce travail de je vais reculer un petit peu pour qu'on se serve de moi, de mon corps, que je protège ma balle, je vais faire une différence, je vais la mettre dans l'espace. C'est un truc qu'il faisait pas, en tout cas en début de saison. Je sais pas, Gary nous dira s'il avait largement l'habitude capable de le faire. de le faire. Mais en tout cas, c'est un truc qui s'inscrit pleinement dans le projet collectif et dans ce qu'un numéro 9 peut apporter dans un système de Luis Enrique. Et c'est ça le plus important. C'est pas de se dire il faut absolument que Gonzalo Ramos joue tous les matchs devant avec tel joueur ou tel joueur. Non, l'idée c'est de se dire il offre une possibilité, il offre un schéma qui, dans les adaptations qu'on va vouloir faire, peut être satisfaisante. Et ça, en début de saison, on l'avait pas forcément. Il y avait le combat de savoir entre lui et Kolo Muani ce qui se passait. Et c'est surtout dans l'optique de la suite. Le numéro 9, c'est bon. Il y a un numéro 9 qui offre une possibilité. Il faudra peut-être trouver une rotation pour lui derrière si Kolo Muani est amené à s'en aller ou si ça marche pas. Mais on n'a plus besoin d'un numéro 9 titulaire dans ce profil-là, quoi. Luis Campos, message bien évidemment. N'hésitez pas à ne pas prendre Osimhen. C'était un peu ce que. Non, mais bien sûr, Osimhen 135 millions, il y a d'autres, pas 20, mais il y a d'autres choix prioritaires dans le 11 du PSG, quoi. Gary, pour terminer. Alors sur le profil de Gonzalo Ramos à Benfica, il le faisait ça, mais il était plus près du but quand même parce que Benfica il dominait beaucoup le championnat quand il était là. C'est plus le cas cette année, mais la saison dernière en tout cas. Et il le faisait ce truc de prendre la balle dos au but, de se retourner, de slalomer sur un joueur ou deux max et d'ensuite la décaler pour Rafa ou un autre. Et là il l'a fait, mais d'aussi loin, c'était assez rare de le voir faire ça. Et je pense que ça, je suis quasiment sûr que c'est une demande de Luis Enrique pour vraiment laisser rentrer les autres comme ça et plonger. Et non, je pense que le début de saison, on le voyait pas parce que voilà, il venait d'arriver. Après, il a eu son problème d'adaptation, son problème. Je pense que Enrique au début, Luis Enrique était pas forcément à fond sur ses qualités. Il a vu au fur et à mesure son caractère et sa façon d'être. Et je pense qu'il crée son opportunité. Et moi, l'année prochaine, qu'il y ait un autre qui arrive, vous inquiétez pas, Gonzalo Ramos sera présent, que ce soit en super sub, il va travailler et il va donner l'opportunité, il va donner ce que le coach attend de lui au moment où on le demandera.
Alex Aflalo, avec toi, ton j'aime pas, tiens, pour commencer. Ça répond du coup au j'aime de Gary, parce que mon j'aime pas, ça va être Randal Kolo Muani, Muani même. Alors, il se trouve que j'ai discuté en tribune de presse avec Romain et Gary ici présents. C'est bien, vous préparez les émissions, c'est bien, je suis fier. Non mais parce qu'on a discuté, et moi j'étais très content de voir Randal Kolo Muani titulaire en pointe sur ce match. J'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu parce que voilà, on l'a vu, c'était après le match de Lorient. Contre Lorient. On l'a vu discuter avec Luis Enrique, on a vu vraiment cette espèce de psychologie qui essayait de se mettre en place. On sentait vraiment qu'il était au soutien de son joueur. Même en conf après. Et puis même en conf après, effectivement. Je pensais vraiment que Kolo Muani aurait cette espèce de réaction un peu de confiance retrouvée, d'orgueil, enfin je sais pas, mais cette réaction en fait à ce moment-là, à cet instant-là qu'on a vu avec lui, Luis Enrique, il l'a pas du tout eu. Il a été enfin en fait, au-delà du fait qu'il n'ait pas été influent, il a été nonchalant. Enfin, je l'ai trouvé vraiment en fait, c'est l'exact opposé de Gonzalo Ramos. Voilà, c'est l'exact opposé de Gonzalo Ramos, c'est-à-dire que il faisait des courses mais sans vraiment de but. Il gambadait sur le terrain, quoi. Il n'était pas vraiment, il n'avait pas vraiment d'appel tranchant. Il n'avait pas vraiment de tentative. Je sais même pas s'il a tiré au but sur ce match. Donc voilà, c'est une véritable déception sur le match. Moi, je le dis et je le répète, je veux vraiment pas enterrer ce joueur tout de suite parce que je suis convaincu qu'il a des qualités et qu'il faut juste qu'il règle un problème qui doit être d'ordre mental cette saison. Oui, Maintenant, honnêtement, en fait, c'est tellement frustrant de le voir aussi mauvais alors qu'on sait qu'il peut être brillant. Enfin, c'est juste ça qui me désole, quoi. Effectivement, on rappelle juste une chose, il y a une feuille de stats qui est assez importante quand même pour Randal Kolo Muani, même si sa fin de saison est catastrophique. 42 matchs, je fais encore le parallèle avec Gonzalo Ramos, 42 matchs, 12 buts. Quand même. Alors, il y en a un qu'il faut enlever de Bundesliga, 1, 2, 3, qu'il faut enlever pour quand il était du côté de Francfort. Donc, ça nous fait 9 buts. Il y a 5 passes décisives, 6 passes décisives pour 2000 minutes. Ouais, mais ça, après, c'est. Enfin, j'aime bien les stats, hein. C'est top. Hein. Mais le but, quel match en Coupe de France il fait? Je crois que c'est contre Orléans. Il fait un match immonde, il marque à la fin. Ouais. Même lui, il limite désolé d'avoir marqué. D'avoir marqué, tu vois, ces buts-là, ces stats-là, ça compte ou pas? Tu vois? Non. Il y a des trucs. Dernier but contre Lille le 10 février dernier, par contre, pour aller sur le côté. Ouais, après, il joue moins dernièrement. Mais le problème de Kolo Muani, c'est que on voit les matchs, quoi. Donc tu peux me sortir toutes les stats que tu veux, il peut être en 10-10. Par ailleurs, les stats sont pas hyper impressionnantes, honnêtement. Enfin, 9 buts, 6 passes décisives. Non, mais c'est pas Ekitike l'année dernière, par exemple. Tu vois, oui, ça. voilà. Mais c'est mieux. Mais franchement, dans le rang du terrain. Les amis, justement, sur Randal Kolo Muani, moi, il y a quelque chose qui me fait un peu peur. J'ai l'impression, parce que je vous entends, peut-être qu'il va se relancer tout ça dans le projet. Est-ce qu'il comprend? Parce que tout à l'heure, vous parliez de Ramos. On a parlé de Ramos qui, lui, comprend le Luis Enrique. Est-ce qu'on n'est pas avec un joueur qui, lui, ne comprend pas le Luis Enrique? Parce que d'un côté, il comprend le Deschamps. On l'a vu avec l'équipe de France marquer et être bon. C'est pas son football, voilà. En fait. C'est pas son football, Luis Enrique. Alors que Ramos et Luis Enrique, ils parlent le même football. Il y a des choses qui se ressemblent, il y a des similitudes entre le football portugais et le football espagnol, football très technique, etc. Donc ça parle le même football. Et là, on le sent que Kolo Muani, c'est pas la même personne quand il est avec Deschamps, qui parle la même langue que lui. Je parle parle de football, évidemment. Et on le voit là. Et ce qui est triste, en fait, c'est juste triste, sa saison. J'ai pas envie de lui rentrer dedans encore une fois. Il est mis dans les meilleures conditions. Moi, quand je l'ai vu parfois, il était en pointe. On disait, ah oui, mais c'est pas son poste, on va le mettre plus sur le côté. Il a été mis sur le côté, il a fait des matchs entiers sur le côté. Ça s'est pas bien passé. Là, pareil, on le remet dans l'axe. Et encore une fois, il n'y a rien qui se passe. Donc moi, je le vois pas aussi mauvais qu'il est. Mais je pense qu'il y a quelque chose de bloqué de son transfert, son retour à Paris, etc. Alex, pour terminer, et après on va voir le j'aime de... Je pense que la différence fondamentale entre Ramos et Kolo Muani, au-delà de l'aspect culturel football, c'est que Ramos, il a fait les efforts pour s'adapter au football de Luis Enrique aussi. C'est-à-dire que tu peux à la base ne pas parler le même football oui, et puis à côté cravacher pour justement apprendre la langue de ton entraîneur, si tu veux, pour filer la métaphore. Mais c'est là, en fait, honnêtement, moi, l'impression que j'ai eue sur le match contre le Havre, c'est qu'en fait, Kolo Muani, il a même pas fait l'effort. C'est-à-dire que il était juste là, quoi. Il était juste là. Alors, honnêtement, on peut le tolérer sur un match, 2 matchs, 3 matchs où t'es moins bien. Là, honnêtement, c'est une saison entière où
c'est en termes d'envie, en termes d'intention, on retrouve pas un grand joueur, quoi. Ouais. Voilà. Et il y a beaucoup qui estiment, enfin beaucoup notamment chez les collègues et tout, qui estiment que il a atteint son plafond de verre et qu'en fait c'est juste pas un joueur qui est destiné à faire une grande carrière. Moi, honnêtement, encore une fois, je l'enterrerai pas aussi vite. C'est-à-dire que Ça va aussi dépendre de beaucoup- comment Ouais, il ça réagit dépend l'année de voilà, prochaine. comment il C'est va l'année réagir à prochaine son- qu'on saura ça. comment il va réagir à son prochaine, et puis c'est peut-être aussi une question de contexte, hein. Ouais, ça peut être une question de contexte, et peut-être que le PSG aussi c'est pas un contexte pour lui. On le verra vraiment, c'est la saison prochaine qu'on aura, je pense, les réponses définitives sur lui. En tout cas, on verra effectivement ce qui sera fait pour Randal Colomwani. Ça sera peut-être aussi une valeur marchande pour des transferts un peu importants. Mais Vous avez il y a parlé une de vraie Saint-Germain. question qui se pose. Si Si tu le vends, bien, quoi. Colomwani fait un bon Euro, imaginons. Il joue, il y a une blessure en équipe de France, il est amené à jouer. Il met but en huitième, but en quart. Voilà, il est bon, l'équipe de France qui va minimum en demi-finale de l'Euro. Il y a un club européen qui arrive et qui met entre 50 et 60 millions sur Colomwani. Bah avant, hein. Ah bah Ouais. oui, ça c'est sûr. Moi, je Bah pense. ouais. Ouais, moi, je pense. Donc, Moi, je donc il y a te un rejoins. moment, Il y a aussi un c'est monde où une il fait pas l'euro. possibilité quoi. Je te rejoins. Ouais, je pense qu'il le fera. Je pense que le Chili il a gagné. Mais, Mais c'est possible, tu vois. s'il se fait blouser par Barcola, on peut rigoler. Non, mais Barcola, il y a Coman qui est blessé. Donc, Oui, c'est vrai. C'est pas- Romain, oui, ton j'aime. la gestion des temps de jeu. Très bien. C'est réglé comme du papier à musique. Ça a l'air d'être hyper facile de dire ça, etc. Mais regardez les 16 joueurs qui vont postuler et qui vont jouer le match aller là contre Dortmund. Les 16 auront joué au moins 1 heure sur les 2 matchs qui ont précédé. Soit ils ont été ménagés contre Lorient là-bas et ils ont joué 90 minutes face au Havre. Je pense à Marquinhos, je pense à Warren, je pense qui d'autre qui a été ménagé, Vitinha qui était ménagé. Ils ont joué. Soit ils ont joué ce match-là face à Lorient, comme Lucas Hernandez, comme Nuno Mendes. Ils ont été ménagés par la suite. Sur ceux qui ont joué les 2 matchs, il y en a, ils ont joué 1 heure par-ci, 30 minutes par-là. Colomwani, Ramos. On inverse les deux, mais ils ont joué 1 heure et une demi-heure. En fait, et donc, c'est pourquoi je dis ça, parce que on se retrouve, et faut pas le banaliser en fait, ça paraît logique, mais faut pas le banaliser. On se retrouve avec une demi-finale de Ligue des Champions dans 2 jours, et à part la blessure longue de Kimpembe, on n'a toujours aucune blessure musculaire, et Sergio Rico qui est revenu dans le point médical maintenant, mais aucune blessure musculaire, pas de blessure longue. Une gestion des temps de jeu qui fait que les mecs sont non seulement pas blessés, mais en plus en forme. C'est-à-dire que Ramos te dit que c'est son pic de forme maintenant. Mbappé, il a l'air quand même super bien parce que le match face à Lorient, il est quand même très bon de la part de Mbappé, pas que dans la réalisation, dans l'incorporation au collectif. Barcola, c'était un peu plus compliqué, il est revenu. Warren Zaïre-Emery, il a eu une petite baisse de régime là, sur la période février-mars. Là, ça a l'air d'être mieux, il était mieux face au Havre. Physiquement, tout le monde est au top au moment où il faut être au top. C'est un vrai luxe et c'est un vrai travail. Ça a l'air d'être comme ça, d'être dit, ça coule de source, etc. Ouais, c'est pas un vrai anodin. travail. C'est pas C'est un anodin. vrai travail du staff et c'est une super chose pour le PSG. Tu rejoins Complètement. voilà, Complètement. ce que Complètement. nous Et- dit Romain. Et c'est pas du tout anodin, surtout quand tu regardes les autres grosses équipes en Europe. Là, on voit le Bayern qui ont perdu pas mal de joueurs. Le Real, tout au long de la saison, c'était très dur défensivement, etc. Et même dans d'autres postes, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Liverpool et d'autres, j'en passe, il y en a plein. Et c'est vrai que la gestion de ce Paris Saint-Germain cette saison, elle est quasi parfaite. Sur la rotation, moi, je mettrais juste un petit bémol sur Manolo Ugarte qui fait. Oui, Ouais, c'est vrai, j'y qui est sorti pensais complètement aussi, du ouais. truc. qui ouais. est sorti du truc et j'en suis un peu triste parce que je pense qu'il a un gros potentiel aussi. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que et je pense que c'est une des clés de la fin de saison et une des clés de ces sprints finaux que justement le Paris Saint-Germain a eu tant de mal à faire depuis des années. Et là, Luis Enrique a su gérer ça de manière quasi parfaite selon moi. Et c'est en plus, pour ajouter, c'est un truc que tu t'es aussi, c'est un luxe aussi que tu t'es offert. C'est-à-dire que tu as pu faire ça parce que tu as pris de l'avance en championnat et qui a permis à mettre des matchs un peu plus de côté. Typiquement, tu reviendras sur la charnière centrale certainement tout à l'heure, mais typiquement, ta charnière centrale, tu l'as fait tourner. Marquinhos ou Lucas Hernandez, ils seront dispo pour le match face à Dortmund. Dortmund, ils n'ont pas pu faire tourner parce qu'ils ont des enjeux en championnat. Mats Hummels, si c'est pété, il va. Et il la va rater rotation, match, elle a pas débuté là. Ouais, C'est ça aussi, c'est-à-dire que tu bien as sûr. pris de l'avance en habituant ton groupe à cette rotation depuis quasiment le début. bien sûr. Et ça, c'est très fort aussi. C'est vrai que Luis Enrique, c'est le premier entraîneur qu'on a depuis longtemps qui dit qu'il veut 22 titulaires et qui applique littéralement cette. C'était foutu de sa gueule en début de saison quand il avait Non dit mais ça. oui, non, mais en fait, Bah ils ouais. l'ont en fait, parce qu'ils l'ont tous dit. Ils l'ont tous dit, sauf C'est qu'en vrai. fait les précédents se heurtaient à la réalité qui était celle du PSG ces dernières saisons, qui était Mbappé, Neymar, Messi, ça ne bouge pas.
Donc voilà, alors il se trouve que les circonstances ont fait qu'il a pu faire bouger Mbappé de ce 11 et ça a été au final, je pense, très bénéficiaire très bénéfique, je sais pas pourquoi je invente le français. c'est bien aussi, hein. Très bénéfique pour le PSG. Et pour Mbappé aussi. Hein. Et pour Mbappé, parce aussi, qu'il arrive, il est en forme. Donc voilà, je crois que Luis Enrique, encore une fois, voilà, pour l'instant, a tout bon. C'est vrai qu'il a tout bon et ce titre de champion de France, il est pour lui. On y reviendra dans quelques minutes, bien évidemment. Très rapidement, on fait un deuxième tour de table. J'aime pas, Gary. Alors, mon j'aime pas, c'est ma principale inquiétude de cette fin de saison pour le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'elle a été pas mal, elle a été illustrée sur le match de samedi soir. C'est les plans B ou les solutions de rotation de cette défense centrale. C'est-à-dire que quand on voit un Danilo, malgré que je l'adore, quand on voit un Milan Skriniar dans cette défense centrale, ça se voit tout de suite. Ah oui, Ça se voit tout de suite. On a eu André Ayew en zone mixte après le match, qui, bien sûr, essaye d'exploiter les points faibles du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire les côtés, quand tu as un Hakimi qui monte, quand tu as le défenseur gauche qui monte, quel qu'il soit, c'est dans le dos de ces latéraux-là. Et c'est ce qu'ils ont fait parfaitement, Le Havre contre le Paris Saint-Germain. Quand tu n'es pas dans une implication totale, c'est vraiment ton point faible et ça peut faire très mal. Et quand tu as des joueurs qui, en plus d'être dans cette implication début de match où c'était pas complètement dedans, tu as des Danilo et Skriniar qui sont lents, qui reculent vraiment au ralenti. Et c'est très difficile. Et c'est pour ça que, personnellement, d'ailleurs, Alex me l'a soufflé avant l'émission, je crois que c'est l'une des seules défaites du Paris Saint-Germain. La défaite du Paris Saint-Germain contre Nice, c'était justement avec cette charnière-là. Et ouais, pour moi, c'est la principale inquiétude, c'est s'il y a je sais pas qui est sous le coup d'une suspension pour le demi-finale retour. C'était remis à zéro. C'était remis à zéro. Écoute, s'ils se prennent un carton jaune ou un rouge, Lucas Hernandez ou Marquinhos ou même Beraldo, moi, ça me fait très peur pour la suite. Effectivement, c'est pas forcément la grande sécurité. Idem pour, je sais pas, on va pas en revenir là-dessus, mais je trouvais Beraldo, notre consultant Eric Rabesranatala, dans le match, a trouvé Beraldo nonchalant à son poste de latéral gauche et voilà, avec des attitudes déjà d'un garçon qui se prend un petit peu pour un autre dans ce qu'il fait. C'était en tout cas son propos. Moi, j'en veux à un mec. Hein. Moi, j'en veux à Nardi Mukiele. Hein. Parce que la solution de rotation, que ce soit en défense centrale ou sur le poste de latéral, ça devrait être lui. Le problème, c'est qu'il a décidé cette année, en voyant que la concurrence faisait que il allait peut-être avoir moins sa place en termes de titulaire parce que son profil ne correspondait pas. Il a décidé de moins suivre dans son rythme de vie pour pouvoir se donner la chance d'intégrer pleinement la rotation au point d'en sortir quasiment. Peut-être que lui aussi n'y a pas cru aux 23 joueurs en début de saison. Mais certainement, mais ça a été une erreur parce que Nardi Mukiele, il pourrait. Tu vois, si tu as Mukiele qui peut jouer latéral gauche, Beraldo va peut-être jouer dans l'axe. S'il joue dans l'axe, on n'a pas Danilo et Skriniar ensemble. Tu vois, on peut le faire tourner de temps en temps, etc. Mais c'est sûr qu'il aurait eu sa chance. Mais là, c'est pas juste une question de profil. Luis Enrique a montré depuis le début de la saison que même les joueurs qui n'étaient pas adéquats en termes de profil, il a réussi à les incorporer et il a réussi à les faire changer. Donc c'est qu'il s'est passé autre chose. Et on a quelques échos aussi sur le rythme de vie de Nardi Mukiele, qui n'est pas celui de... Voilà. De toute façon, avec Luis Enrique, il sort. Il sort. Avec Luis Enrique, de toute façon, les noceurs, à première vue, les noceurs et autres joueurs qui ont une vie qu'on aime bien. Moi, un peu rock'n'roll, ça me plaît. Non, moi, je vais pas aller. Les mecs un peu rock'n'roll, moi, ça me plaît. Voilà, j'ai pas l'impression que chez Luis Enrique, ça soit. Il le repère assez vite. Pour être compétitif, c'est plus embêtant. Et même si Mukiele avait montré, je crois qu'il avait joué le match contre Lille où il avait joué quasiment 90 minutes et on n'avait pas vu la diff d'un point de vue physique, mais peut-être que dans la répétition des efforts, dans la répétition des échéances, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un truc qui fait ça. De toute façon, je pense que ceux qui ne jouent pas beaucoup, c'est pas juste Luis Enrique a été méchant, il a mis Mukiele, il veut pas le remettre. Hein. Non, c'est pas ça. Il y a un moment. Ça, on est d'accord. Mon ami Alexandre Aflalo, je te propose de nous faire ton j'aime. J'accepte cette proposition. Merci. J'ai beaucoup aimé le match d'Achraf Hakimi et notamment sa seconde période, car j'ai trouvé que
déjà, il a été excellent. Il est impliqué sur le premier but, il marque le second, le deuxième, pardon. Et je crois qu'il n'est pas impliqué sur le troisième, mais bon, voilà. Et puis au-delà de ça, j'ai trouvé qu'à 3-1, c'est vraiment lui qui était au-dessus de la mêlée en termes de rythme, en termes d'intention, qu'il a fait des grosses récupérations, des grosses percées, qu'il a lancé des contre-attaques. Il était vraiment, pour le dire ainsi, au four et au moulin. Voilà. Oui. Et donc voilà, on l'a suffisamment critiqué dans ce podcast, notamment après son retour de Cannes, où ça a été compliqué pour lui, où il était un peu absent, où il était un peu fantomatique. Là, j'ai trouvé qu'il a fait un match vraiment plein, vraiment complet. Ça a sans doute été le meilleur Parisien sur la pelouse avant-hier. Prolongation de contrat à peut-être venir pour Achraf Hakimi, et joueur qui finalement arrive lui aussi près dans les bons moments et dans le money time, et ben, il est là. Ouais, c'est bien. Mais un bon Hakimi, c'est automatiquement un bon PSG. Hein. Où il n'y a pas beaucoup de moments où Hakimi a été bon et le PSG n'a pas été bon. Bah Et il n'y a alors, pas beaucoup de moments. Et il y a pas beaucoup de moments où le PSG a été bon sans Hakimi. samedi, le PSG a pas été très bon, mais Hakimi Non. a été bon. Ouais, Ouais, mais non, mais tu il a tu réussi mets à le tu mets en redresser. relief la seconde période. Oui. La deuxième Ça allait partie de mieux. seconde période du PSG, elle est bonne. Ça, les 20 dernières minutes étaient un peu Bah ouais. folles, oui. Mais quand tu as un bon Hakimi, il y a quand même beaucoup plus de chances que ton PSG soit très très bon. En tout cas, Achraf Hakimi, effectivement excellent, et belle petite passe de Gonzalo Ramos pour son but, le deuxième but du Paris Saint-Germain. Face à cette équipe du Havre, oui, 3-3, tout ça, bon, machin, etc. Ça a été un peu compliqué. Ça nous a un peu gâché la fête. Ça aurait pu être sympa de faire un Ouais. petit, voilà, dire qu'ils sont champions de France ce samedi soir. On l'aura fait grâce à Lyon, face à Monaco. On va y revenir dans quelques instants. Romain, très rapidement. Oui, très très rapidement. Très rapidement. Bon, tu sais quoi, je peux même changer, parce que Vas-y. j'avais oublié un truc. Vas-y. À la base, je voulais parler du fait que Thiago Silva arrêtait avec Chelsea, et donc il avait fait une vidéo hommage où il a Chelsea. fait une interview à Chelsea, et que ça manquait un peu pour le PSG. Bon, ok, c'est bien. Mais il faut parler de Navas aussi. Hein. Ah, Navas, c'est dur, les copains. C'est un dur. peu compliqué. Ça me gêne un peu, moi. Ça me gêne un peu Ça de se voit, quoi. voir Navas. ouais. De voir Navas comme ça, c'était certainement son dernier match avec le Paris Saint-Germain. c'est vrai. Voilà, puisqu'il jouera plus d'ici la fin de la. Peut-être le match de la de la saison, saison. il va le faire rentrer à la fin. Mais il reste plus qu'un match Soit au parc. lui, Hein. soit Il reste plus qu'un match au parc. ouais. Hein. Donc c'est un peu compliqué. Mais ouais, il est pas dedans. On se rend pas compte on a le prisme de vision des gardiens que par les erreurs. Mais donc on se rend pas compte des arrêts qui paraissent normaux. La première frappe d'Opéry, le but du Havre, je pense que Elle est belle. Donnarumma plus Tenas, les deux, je pense qu'ils l'ont. Parce que c'est une question de rapidité pour descendre et essayer de potentiellement la claquer. Et tu vois que Navas il est en retard. Tu vois qu'il est dessus. C'est une très belle La frappe, action. elle est belle, hein, la Et frappe, c'est une elle est très belle. belle action, et Navas n'est pas le seul responsable sur tout le but, Ouais. parce que la défense, elle est vraiment voilà. Mais même tu sens que c'est des buts arrêtables. La stat de Donnarumma, c'est que en termes d'expected goals que le PSG aurait dû encaisser, il a arrêté 10 buts depuis le début de la saison. Il y aurait eu 10 buts en plus. Donc c'est ça où tu le vois, et malheureusement pour Navas, c'est un peu compliqué. On parle beaucoup du salaire de Mbappé qui va être en moins l'année prochaine. Bah lui, Il y a 13 millions en moins avec Navas. Hein. C'est quand même Ouais. pas mal. Hein. C'est- C'est quand même pas mal dans ta masse salariale. Hein. c'est effectivement pas mal. On rappelle, 37 ans, grand monsieur, grand joueur. On a même eu des Et débats dans ce Éternel podcast. respect. Merci pour la campagne 2021, Mais incroyable. là, il a lâché. là. Je pense c'est que en termes de force sur une période, c'est un des meilleurs gardiens de l'histoire du Paris Saint-Germain, vraiment. Ce qu'a montré, le niveau qu'a montré Navas à ce moment-là, il y a très très peu de gardiens au PSG qui dans l'histoire l'ont montré. Maintenant, à regarder là, printemps 2024, c'est dur quoi. C'est effectivement très compliqué de voir notre Keylor Navas comme ça. Et effectivement, il a sûrement joué son dernier match. Alors, tu vois, dans ces cas-là, même s'ils sont. Alors, c'est bien qu'ils répondent présent, mais il vaut mieux faire jouer Arnaud Tenas dans ces cas-là. Donne-lui du temps de jeu. Moi, voilà, sur ce genre de Je suis rencontre, d'accord. si tu sais que c'est fini, et bien sûr que tu ne vas pas prolonger un joueur comme ça. Et la bonne nouvelle, je vous le dis, voilà, et je le rappelle, c'est quand même d'avoir vu ces photos de Sergio Rico Ouais, c'est en train top, ça. de s'entraîner avec le Paris Saint-Germain, de passer les tests physiques, Oh, très le exactement. On miracle. attend, c'est quand même un miracle, 82 jours à l'hôpital, hospitalisé, des semaines dans le coma après son accident de cheval en mai de l'année dernière. Et le voilà de retour. Il s'était fixé un objectif de tenter sa chance de revenir au plus haut niveau. On attend de savoir si le PSG donne ou pas feu vert pour lui, mais on croise les doigts bien évidemment pour le portier espagnol qui est en fin de contrat en juin 2024. Et quand on demande au Paris Saint-Germain quelle position
le PSG a sur l'avenir de son gardien, on n'en a pas de retour. Voilà. J'ai un peu le côté, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Effectivement, il faut attendre de savoir si elle a le feu vert médical. Les amis, on va parler du titre de champion de France, bien sûr. Le PSG est champion, Paris champion. Je vous ai demandé un mot tout à l'heure. Il y a Alex qui nous a dit logique, j'ai Gary qui nous a dit inespéré, j'ai Romain qui m'a dit domination. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain a décroché son 12e titre de champion de France, 12e titre de champion de France de D1, de Ligue 1. Paris qui est désormais encore un petit peu plus loin devant tout le monde, bien évidemment, et qui décroche ce titre. C'est le 2e de la saison. Il y a le trophée des champions. Il y a désormais ce trophée en Ligue 1. La question que je vous ai posée, les copains autour de la table, on en parlera bien sûr après ensuite de Dortmund et aussi de Warren Zaïre-Emery. Quelle valeur a ce titre de champion de France pour vous et pour le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il a une saveur particulière? Parce que celui de l'année dernière, je me rappelle encore, les mecs partir de Strasbourg et tous tirer, ne pas vouloir fêter ensemble. Quelle valeur a ce titre, Alexandre? C'est une bien bonne question. Merci de l'avoir posé. Non, mais pour développer un petit peu, parce que du coup, ça Bien rejoint sûr, un peu ça rejoint le logique. ça rejoint le logique. En fait, je trouve que de manière générale, les titres de champion de France depuis 12 ans ont perdu de saveur pour le PSG, parce que forcément, tu en as gagné 10 sur 12. Donc, bon, c'est toujours voilà, c'est devenu quelque chose d'assez normal. Je trouve que cette saison, le niveau global de la Ligue 1 a quand même été assez faiblard. Le niveau des concurrents potentiels au titre a été franchement pas ouf. C'était une bataille pour qui veut pas être champion. C'est ça. Et donc franchement, voilà, oui, le PSG a dominé la Ligue 1 et en même temps, tu te retrouves à être champion avec 10 matchs nuls. Enfin, en fait, t'as même pas été au meilleur de ta forme, quoi. C'est-à-dire que t'as juste joué, quoi. Donc enfin voilà. Encore une fois, un titre est un titre. Ça fait plaisir. Ça rajoute une ligne dans la feuille de palmarès et évidemment, il y a de quoi être ravi. Évidemment, ça n'aura pas le quart du 10e de la signification que pourrait avoir une qualification finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est sûr que ça n'aura pas la même saveur. Voilà, c'est juste, honnêtement, c'est juste assez normal, je crois, ce titre de champion. Mais je crois qu'il y en a un qui veut te tomber dessus. Alors non, mais avec plaisir, on est là, c'est l'émission de débat. Voilà, effectivement, Gary de Jésus secoue la tête. J'ai même entendu un. Qu'est-ce qui se passe, Gary? Qu'est-ce qui se passe? Du tout d'accord. Bah pourquoi? Vas-y, échangez les amis. C'est fait certes, pour ça, cette les émission. adversaires n'étaient pas présents. Certes, c'était une course à qui ne veut pas être champion, comme l'a dit Romain. Certes, mais c'est un titre de champion. Et moi, je viens d'un pays où on gavote pas ce genre de choses. C'est-à-dire que les additionner, c'est un collier de perles en fait que le PSG doit faire et rajouter le maximum de perles et le reste on s'en fout. Moi je me rappelle quand j'étais adolescent de voir le Bayern enchaîner les titres et de voir les grandes fêtes qu'il y avait où ils se jettent de la bière, etc. Comme si c'était le premier titre et on voyait tout ça dans une très belle ambiance. Moi, je trouve qu'en France, on fête pas assez les titres. Je veux dire, on n'a pas le droit. Déjà, ici, on n'a pas le droit. Déjà, ici, on n'a pas le droit. Non, mais je veux dire, même il n'y a pas une ambiance de fête. Certes, là, tu as un contexte particulier où tu as la demi-finale qui arrive. Et donc là, je comprends plus. Mais en fin de saison, quelle que soit la fin en Ligue des Champions, il faut que le dernier match au parc soit une belle fête. C'est un titre, c'est important. C'est comme ça que les grands clubs ancrent. Parce que moi, par exemple, quand je vous dis, je voyais l'image du Bayern, j'étais pas en Allemagne. Je m'en foutais de savoir si en Bavière, dans une rue, les gens étaient sortis faire la fête. Mais j'avais cette image-là de voir le Bayern écraser le championnat. Et c'est ce que doit faire le PSG. Et c'est pas de sa faute si derrière, il y a des concurrents qui tombent les uns après les autres et qui font pas du leur pour aller plus loin, pour espérer égratigner le PSG. C'est pas leur problème, en fait. Si le PSG, leur fonction, c'est de dominer ce championnat. Et moi, quand je disais inespéré, c'était pas le titre, parce que le titre, il n'est pas inespéré. Encore heureux, il est logique, je dirais. Comme là, je te rejoins. Mais là où je suis, c'était plus dans l'argumentation. Après, moi, inespéré, c'était le contexte du PSG, de la manière dont ils ont gagné ce titre, de la force qu'ils ont montrée. Moi, je trouve que c'est un PSG qui commence à refaire peur. Et ça, c'est important. Parce que les PSG des saisons dernières, ils avaient Messi, ils avaient Neymar, etc.
mais il faisait plus peur à personne en fin de Mm, saison. Alex, vas-y, c'est pour toi. Non, je veux juste rebondir. Honnêtement, je suis assez d'accord avec toi, Gary. Moi, j'envie beaucoup, par exemple, quand je vois l'Ajax qui a gagné 59 titres de champion des Pays-Bas et qui célèbre toujours dans la rue avec les buts à Impérial et les machins. Évidemment, le Bayern qui a gagné 10 d'affilée, qui était mort de faim. Mais au Portugal, d'ailleurs, enfin aussi, tu vois, que ce soit Benfica, Sporting, On va pas parler Porto. de cette Enfin, voilà. année, mais Après, tu vois, je pense qu'il y a encore une différence, si tu veux, dans ce genre de pays-là, et même on peut même aussi parler de l'Espagne, par exemple, où en fait, quand tu as 2, 3, 4 clubs qui peuvent prétendre au titre en début de saison, qui se battent un peu à armes égales, et que du coup, c'est une vraie bataille. Et Le Bayern, c'est un bon exemple. non, mais même Ouais, au Portugal, quand il y a une seule équipe qui va au bout et qui n'a pas eu de concurrent, je peux te dire qu'elle l'a fait quand même. Hein. Non, mais en fait, et c'est même pas tant, c'est même aussi des concurrents par rapport au palmarès. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, Oui, le ça, oui. PSG, tu vois, par exemple, que ce soit au Portugal, en Allemagne, effectivement, c'est le contre-exemple parce que le Bayern est tellement au-dessus, mais au Portugal, par exemple, c'est qui va en avoir 26 ou plutôt que Oui, 27, bien sûr. etc. Enfin, il y a une vraie course aussi sur le 34. long terme. 34. Comme en Angleterre, d'ailleurs, hein, aujourd'hui, il y a Manchester United qui est au-dessus, et puis en fait, Liverpool qui va aussi rattraper City. et City. Ah oui, non, United en est termes au-dessus, de- d'accord, pardon, non. en termes de titres en général. Excuse-moi. Mais donc Pardon. voilà, évidemment, c'est des contextes différents, c'est une culture différente. Évidemment, moi, j'adorais que le PSG puisse célébrer ses titres comme ça a été le cas la première fois qu'ils ont gagné sous les Qataris, Trocadéro, et tout le monde y va et tout le monde machin. Je pense qu'il y aurait aussi un engouement supérieur parce que du coup, bah, il y a cette perspective de fêter le titre, d'avoir cette cohésion, cette communion un peu populaire. Malheureusement, c'est plus le cas. Je trouve que, je finis très rapidement, quand tu célèbres les titres au Parc des Princes avec eux qui sont sur un podium sur la pelouse et puis le public qui est un peu dans les gradins, bon, bah, c'est un peu aseptisé, c'est pas bon, c'est bof quoi. Moi, Donc je pense que victoire, je sais pas, il y a une victoire en Ligue des Champions, je pense que ça peut. Dans Paris, ça peut être chouette. J'espère bien. bien bah, sûr. j'ose Et espérer que j'espère ouais. bien. Et justement, je fais passer un message à la mairie de Paris. Je sais que les tensions sont vives entre le Paris Saint-Germain et la mairie de Paris sur le De dossier toute du façon, Parc il va des y avoir Princes. un élan populaire qui va venir dire. Mais je conseille juste à la mairie, si elle veut gagner quelques points, t'en gagneras pas beaucoup, mais si tu veux en gagner quelques-uns auprès des supporters, une petite vraie fan zone, quelque chose d'un peu sympa, organisé, où on peut voir une vraie liesse populaire, parce qu'elle existe, parce que tout le monde nous tombe dessus, elle existe. Il y a des supporters, bien évidemment, du Paris Saint-Germain, et ils méritent aussi de pouvoir faire la fête ensemble, et non pas que dans le Parc des Princes, parce que ça arrange les autorités. Ouais. Non, c'est bon. Alex, c'est bon. Pardon, j'ai mis, voilà, je voulais y aller. Quel goût il a? Est-ce qu'il a une saveur quand même, Alors, bien sûr qu'il a une saveur. Romain Bien sûr qu'il a une saveur parce que depuis le début, vous commencez un peu à me connaître. Pour moi, l'important c'est pas les chiffres, c'est pas le titre, c'est l'histoire que tu racontes. Qu'est-ce que tu dis des chiffres que tu vas avancer et qu'est-ce que tu dis du titre que tu vas remporter. Et ce titre-là, pour moi, il représente bien ta saison. C'est une saison qui a parfois été un peu galère, qui a été gérée, puisqu'il y a 10 matchs nuls, mais dans les matchs nuls, un match nul comme ce week-end ou comme celui face à Clermont, c'est des matchs nuls qui sont gérés, que si tu avais mis ton équipe et que tu avais voulu absolument surdominer ta Ligue 1, ça serait des matchs nuls qui seraient transformés en victoire. Et en ce sens, c'est pour ça que j'ai mis aussi le mot domination, en ce sens, je le trouve hyper important ce titre parce qu'il montre que tu as pu faire avec la Ligue 1 pour avoir le plus d'objectifs possibles qui soient remplis. Et donc, tu as géré, tu as fait avec les forces qui ont été les tiennes. S'il y avait eu une meilleure concurrence, tu aurais certainement adapté ton PSG à une meilleure concurrence, mais tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu n'as pas été là pour remporter un titre avec 70 points d'avance. Peut-être que ça sera le cas dans les prochaines années, parce que tu te mettras cet objectif-là. 70, c'est beaucoup quand même. 110 c'est beaucoup. mais là, tu as fait ce qu'il fallait pour gagner le titre et ne pas mettre en péril tout le reste. T'as pas été dans une optique de Christophe Galtier qui te dit tous les matchs sont importants, il faut qu'on soit champion. Et à la J32, on a de la chance. Non mais c'est symptomatique. Lâche, monsieur. Non mais c'est hyper symptomatique. C'est hyper symptomatique parce que cette logique-là, c'est la logique qui a amené notamment à une blessure de Kylian Mbappé pour un 8e de finale de Ligue des Champions, par exemple. Tu vois. Donc la gestion, ça gère. Bien sûr. C'est utile. Mais bien sûr. Et donc je sais pas. en ce sens, ce titre symbolise ça. Ce titre acquis à la J, dans ce contexte-là, et qu'à 3 journées de la fin, ça symbolise ça. Donc pour moi, ça a une très très grande valeur. Et je disais aussi l'aspect domination. Bien sûr, le PSG était favori de la Ligue 1 quand ça a démarré.
Mais il faut pas oublier que le début, j'en parlais notamment dans ma chronique ce matin, le début de saison, mais ce PSG il est déclassé là. Il y a Neymar qui Le s'en va, contexte Messi dont qui je s'en parlais. va, Mbappé on sait pas, Verratti il est parti, il y a pas de milieu, Luis Enrique ça fait 4 ans qu'il a pu entraîner en club, on sait pas ce que ça va donner. Vous avez vu le nombre de recrues, ça va pas forcément tourner dès le début. Et les recrues, on les connaît pas, d'où ils viennent. C'était des etc. interrogations. Est-ce C'est que le qui, PSG, Ramos est-ce que le PSG, le PSG donne plus d'objectifs en Ligue des Champions? Ça se trouve, c'est devenu un club d'Europa League. Non, c'est un club de Ligue des Champions qui est en demi-finale, qui est champion de France. On domine. Et voilà. Et par Donc, ailleurs, on domine et on va dominer en finale de Coupe de France aussi. Alex, puis Gary. Juste un mot pareil de mémoire, tu prends la première place qu'à la 12e journée. Ouais. Ça a mis du temps à se mettre en route. Plan comptable, pire début de saison de l'ère Qatari d'un point de vue Ouais, comptable. c'est vrai. Mais ça veut rien dire. Mais aujourd'hui, on l'a oublié parce que c'est devenu tellement. Enfin, la non, on saison était a tellement patient. bien tourné que. Voilà. On a été Mais patient. il reprenait un bateau dans un sale état. Hein. Oui. Et il a été C'est ça qui est intéressant, parce que il est ça lui revient bien évidemment de droit ce titre. Mais bien souvent on disait c'est Messi qui a tenu la baraque. Je vous dis une connerie, C'est ça, il l'a pas souvent tenu. Mais voilà, mais c'est Neymar, c'est machin. Mbappé. Là c'est le coach qui a construit ça. Ça ne veut pas pour autant dire que les joueurs n'ont pas été importants, notamment Mbappé Oui. qui a eu de très bonnes stats Non, en Ligue 1. les joueurs ont été importants, surtout mais sur le début de saison. ils ont été cadrés, ils ont été gérés Voilà. comme quasiment presque jamais dans l'ère Qatari, et ça a débouché sur un titre important malgré tout. Et moi, je pense que je suis d'accord avec toi, et je l'ai dit au début, qui a toute sa valeur, parce que le contexte, il était très compliqué. On n'attendait rien de ce Paris Saint-Germain-là qui était en transition. On se disait, voilà, minimum le titre de champion de France. On est loin du compte quand même. Parce que c'est loin d'être le minimum. Il y a le titre du champion de France, tu as une demi-finale de Ligue des Champions, tu as le trophée des champions, et tu as la finale de Coupe de France. Et donc, dans ce contexte-là, la valeur de ce titre, pour l'instant, c'est un premier étage, et on espère qu'il y en aura d'autres. Oui, Alex. Je pense quand même, au-delà du fait que on n'attendait rien de ce PSG en début de saison, alors c'est un honte très général, parce que je ne m'inclus pas dedans personnellement, mais il y a certaines personnes aussi qui se réjouissaient par avance de pouvoir un peu constater les échecs de ce PSG tous là. les supporters des autres clubs, ils attendent qu'un déclassement du Paris Saint-Germain. Et c'est normal, C'est puisque normal, un oui, déclassement du Paris Saint-Germain, ça veut dire que eux vont peut-être augmenter. Enfin, s'ils font le taf. Je parle pas, Visiblement, ils veulent pas faire le taf non plus. Mais Pour le coup, je parle même pas que de supporters, je parle aussi d'observateurs, de spécialistes, de médias. Mais pour revenir sur la valeur, l'année dernière, c'est un truc historique. On est premier de la première à la dernière journée. C'est un truc qui est historique. Factuellement, c'est historique. Mais la valeur du titre de l'année dernière, c'était chiant. la valeur du titre de l'année dernière par rapport à celle de cette année, je pense qu'on est tous d'accord en fait. Ah oui, moi cette année, je me suis régalé à voir comment a été construit ce titre. Et même comme contre le Havre, quoi, c'est c'est un pas bon juste match. les chiffres, c'est pas juste les chiffres, c'est pas juste la ligne sur le palmarès qui importe, c'est l'histoire que tu racontes. Et l'histoire que tu as racontée cette année, elle est hyper sympa. En tout cas, le pas. Oui. Non, pardon, oui, c'est vrai, mais au final, il y a très peu de gens qui retiendront cette histoire-là. Enfin, c'est un truc qui s'efface. Ceux qui l'ont vécu, bah, ceux qui l'ont vécu, c'est hyper important. La première C'est pierre ça. de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, c'est pas mal quand même. Oui, non, mais bien sûr. C'est une vraie pierre. C'est pas le trophée des champions qui te met une pierre contre Toulouse. Non, mais si oui, t'as gagné évidemment. au mois de janvier. C'est juste que pour moi, en tout cas, à titre personnel, pour l'instant, je ressens pas non plus un truc de. Après, c'est une généralité depuis des années, mais un truc de fou autour de ce titre-là. Après, c'est encore une fois, oui, une fois qu'on décrypte, quand on se replonge dedans, etc. C'est évidemment, ça représente quelque chose. Il y a une belle histoire qui a été racontée, etc. Mais voilà, c'est sûr que quand tu vois les tifosi de l'Inter Milan qui sont hystériques en train de faire tout et n'importe quoi depuis 3 ou 4 jours, depuis le titre. Mais alors, tu vois, typiquement, l'Italie, c'est un exemple parfait de ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'Italie, tu avais la Juve, l'AC Milan, l'Inter, la Roma, des clubs qui, historiquement. La Juve, ils ont été un moment tout seuls aussi. Oui, ils ont été un moment tout seuls, mais en fait, maintenant que l'AC Milan et le Milan sont revenus, en fait, il y a toujours ce truc. Tu vois, l'Inter Milan, ils ont gagné le titre il y a 2 ans quand même. Ils ont été finalisés avec des champions l'année dernière. Tu vois, ils pourraient se dire, ouais, bon, voilà. Et en fait, il y a une telle concurrence historique entre les clubs qu'en fait le titre forcément c'est un accomplissement de fou quoi. Est-ce que c'est pas de la faute de Monaco, Marseille ou bien Rennes? sûr. Alors Monaco c'est encore le seul suiveur à peu près. Oui, c'est l'équipe sûrement, et c'est vraiment qui colle plutôt pas mal. Enfin ils sont toujours dans les 2-3. Et Oui, ils sont loin. Ah Ils sont loin en termes de points. Ils collent pas, ils sont derrière quoi. et c'est un des premiers trucs que j'ai dit par ailleurs que c'était aussi une saison où les concurrents n'ont pas été au niveau. Mais après à côté de ça, on est donc sur le 10e titre. Ce podcast quelquefois. On est donc sur le 10e titre du PSG depuis l'arrivée du Qatar. L'exploit de Lyon d'en avoir remporté 8 de suite, on en est encore loin. On a fait 4, 3, et donc là on est sur une série de 3.
C'est pas une domination de C'est vrai. la Juve, le Bayern qui restait sur 11 de suite, la Juve qui en a mis 9 ou 10 de suite. Cette domination de allez, là, il y a une période, quand c'est même, que nous. Ouais, non, quand mais même. ok. Mais tu Moi, je l'ai laisses- dit à t'en laisses. l'étranger, Oui, mais t'en notamment laisses. dans les journaux portugais, ce que j'ai vu, c'est le 12e titre du PSG. Oui, mais t'en laisses. 10, c'était sur combien d'années du 10 coup depuis 12 ans. 2000. 10 sur 12 ans. Ouais. 13 ans. 13 ans. 10 sur Ah, mais 13. sauf quand t'en as laissé. T'en as laissé en route. Ouais, ben voilà, mais ça, si c'est pas une domination, Romain, je sais pas. Non, si- mais, non, c'est- mais non, mais oui. bien sûr que c'est une domination. Mais ce que je veux dire, c'est que Ça n'a pas le même impact que Lyon tu qui peux avait avoir 11 de suite. Ouais, 8-2. Ouais. Enfin, c'est quand même un truc, tu vois. C'est un truc. Ouais, Moi, bien et sûr. choper ce record-là, moi, il m'intéresse de ouf, tu Ah vois. ouais. Bah ouais. Bon, bah, vous l'avez entendu, ça se trouve, on sera là dans 5 ans, c'est ça? C'est Bah, pour j'espère, battre le C'est ça, record dans 5 ans. des Lyonnais pour l'égaler. parler d'aller chercher ce titre. Les amis, on fait une première pause dans cette tribune. Bravo au Paris Saint-Germain pour ce titre de champion de France. On va parler de la Ligue des Champions. Vous inquiétez pas, ça arrive, c'est dans quelques minutes. Mais d'abord, on parlera aussi d'un garçon qui a prolongé. À tout de suite. Le club des leftos sur France Bleu. Au petit matin, un réveil souriant pour vous servir et vous informer. Bonjour. Robin Bernot. Chaque matin, on vous propose les pépites de la rédaction. Ce sont ces histoires incroyables, étonnantes ou bien encore insolites qui se passent tout près de chez vous et dont seul France Bleu est au courant. Alors pour avoir les meilleures histoires à partager chaque matin avec vos collègues, rendez-vous demain de 5 à 6. Le club des leftos sur France Bleu. Du lundi au vendredi, dès 5h. 100% PSG, la tribune. Vous savez quoi? J'espère vraiment qu'on va retourner Paris si Paris gagne la Ligue des Champions. Voilà, Mais on a J'étais déjà. en train de parler de ça en fait, j'étais en train de discuter de ça et voilà. Mais Je me suis fait prendre par la Mais tu lumière sais, rouge. moi j'ai déjà des potes qui m'ont dit après la victoire à Barcelone, on va sur les champs ou pas? Donc c'est qu'il y a. Mais les gens ne savent même pas. C'est pas, Tu sais que- c'est pas venu et ça s'est pas J'ai fait. une petite Mais anecdote. c'est des trucs qui pourront peut-être se Il y a des faire gens sur les champs. J'ai naturellement. un quoi. journaliste espagnol Mm. du Chiringuito, d'ailleurs. On Ah. passe le bonjour. Ouais, Qui vient à toutes les conférences de tout à presse. fait, il est là. D'ailleurs, c'est le plus sympathique qu'on a eu jusqu'à présent, C'est donc ça. on le salue. et, et il me demandait, mais si le PSG gagne, on va où? Je dis, bah écoute, bonne question. Le PSG, ils gagnent pas souvent, donc on sait pas là-dessus. Au hein. Perroquet. Je J'ai dis, une écoute, bonne adresse dans le normalement, 14e, si tu veux pas aller voir. normalement, les victoires en France, c'est sur les champs, quoi. Ah, c'est sur les champs. Depuis 98, etc. Il m'a dit, ah, mais vous avez pas une place, parce que nous, on a place à Decibeles. Dès que le Madrid, dès que le Real gagne, Les champs. on y va et tout. C'est une longue place, quoi. Et je lui dis, non, mais t'inquiète pas. Même si le PSG est sacré, parce que c'était samedi soir, Ouais. ça sert à rien que tu ailles sur les champs. Tu vas pas voir grand monde. Non, mais par Ah contre, oui. il y a des fumigènes qui ont été craqués sur le quart de finale. Il y en a qui sont déjà partis oui, sur les champs. Ouais. Non, Je mais pense là, déjà, je pense que la qualif si qualif en finale il y a, Ah oui, non, je pense que Oui, il les y aura du champs, monde. il y aura un peu de monde sur les champs. Ouais, ouais. j'en suis convaincu. Oui, tout à fait, également. Je vous rejoins. Mais tout à fait. Mais j'en suis ravi. Très bien. Les amis, très rapidement, mais je veux quand même qu'on en parle dans ce programme avant de parler de Dortmund, bien évidemment, parce que on est là aussi pour développer l'actualité du Paris Saint-Germain. Et l'actualité du Paris Saint-Germain, c'est ce moment un peu d'affolement dans la tribune de presse. Il est 20h53. On voit du personnel du Paris Saint-Germain qui vient placer mais en 4e vitesse un podium. On voit mettre 3 rangées de lance-flammes derrière et des trucs à confetti. On se dit, mais qu'est-ce qui Le se même- passe on a Ils tous eu le font même une flash. répète, ils font Oh une mon répète pour le titre ou en cas de victoire, on s'est dit. C'est ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se Ah. passe? Et tout d'un coup, Michel Montana, le speaker, dit, mesdames et messieurs, nous allons accueillir dans quelques instants, je le fais très mal, Le président du Nasser- Paris Saint-Germain. voilà, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Et là, affolement général, et je ne sais plus, c'est toi? Ouais. Qui nous dit, waouh, c'est Warren, à tous les coups, c'est Warren. Et donc là, affolement, et effectivement, on voit arriver Nasser Al-Khelaifi accompagné de Warren Zaïre-Emery, petite photo, des petites flammes, tchit, voilà, hop là, bravo, photo, jusqu'en 2029, Warren Zaïre-Emery, et donc au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2029. Le Paris Saint-Germain, l'avenir du PSG appartient-il au Titi du PSG? Et quand je dis au Titi, je ne parle pas que de celui-ci, mais finalement des autres, parce que quand j'entends Luis Enrique nous parler de toute l'admiration, en tout cas de l'envie qu'il a de travailler avec un garçon comme Mayoulou, parce qu'il voit qu'il y a de la matière première ultra intéressante, est-ce que l'avenir appartient à ces jeunes-là? Je me retourne vers toi, Romain. Déjà, bonne nouvelle. Ouais, Warren, bien sûr. prolonge. Oui, on s'y attendait, mais, Oui, mais c'est- bien sûr, bonne nouvelle. Ce qui est C'est sûr, c'est c'est un que- petit bémol sur le 2029. Oui, bah je le oui. fais tout de suite ou pas? Bah oui, mais t'es tout le temps en train de. Il y a quelques C'est infos. pas Il possible. y a là. quelques infos qui sortent comme quoi c'est un contrat de 2028 plus 1 Ils vont la refaire? et que vont le refaire. bon, c'est pas que tu as eu un historique il y a 2 ans avec un maillot où il n'y avait pas la bonne date, mais ça serait malvenu quand même de refaire la même erreur pour essayer de
montrer que tout est géré, etc. Je trouve que Nasser montre qu'il n'apprend pas forcément de ses erreurs après ce truc-là. En tout cas, les photos du maillot 2029 sont déjà sur le côté. Ouais, Voilà, on attend en tout cas la réponse du Paris Saint-Germain pour nous Là-dessus. expliquer exactement la. Parce qu'il aurait la dernière année qui est en option et toutes les parties seraient accordées pour que l'option soit quasiment automatiquement levée. Ça me fait penser à une histoire, moi. Mais bon, après, je sais pas. Bref. Ouais, ça ressemble à quelqu'un. Du coup, c'est déjà une très bonne nouvelle que Warren prenne de l'importance déjà dans la longueur sur le projet, parce que c'est un joueur clé. Pour moi, on pourra rediscuter de son profil et de l'importance qu'il doit avoir dans l'équipe. C'est pas pour moi c'est pas une superstar potentielle de l'équipe. C'est un super joueur de complément. Même dans un milieu de terrain, c'est un très bon numéro 2 ou numéro 3 qui va faire que ton équipe va tourner. Par exemple, en ce moment, si Vitinha est si fort en 6, c'est aussi parce qu'il y a Warren qui peut venir le compenser de temps en temps quand il monte. Donc c'est un joueur qui est essentiel et c'est très bien qu'il soit inscrit dans la durée, encore plus parce que c'est un mec qui est formé chez nous. Effectivement, le petit gars de Montreuil, on rappelle, 18 ans pour Warren Zaïre-Emery. La bonne nouvelle, donc, c'est qu'il prolonge. Est-ce que l'avenir appartient au Titi du PSG, Alexandre Flalo? Oui et non. Pourquoi? Voilà. Merci. Au revoir. Merci. Oui et je non. serai tous les jours Ça m'arrête. Au point virgule. au point virgule, voilà, au grand point virgule. Non, oui et non. Oui, car il me semble assez clair que le PSG veut en tout cas opérer ce virage-là, a mis des moyens dans sa formation, qu'avec le campus de Poissy, ça va forcément avoir un impact très positif sur la formation parisienne qui profite déjà d'un vivier absolument exceptionnel. Mais peut-être pas dans l'immédiat. Et je m'explique parce que au-delà de donc Warren Zaïre-Emery qui est un joyau brut au-delà de Warren Zaïre-Emery et de Presnel Kimpembe quand il daignera rejouer au foot, on l'espère bientôt parce qu'on l'aime beaucoup et ça pourrait corriger les problèmes dont tu parlais, Gary, de défense centrale. Derrière lui, je sais pas qui va y avoir qui peut vraiment s'imposer dans l'équipe première. Alors, j'ai beaucoup d'affection pour Seny Mayoulou. J'espère qu'on pourra le voir de plus en plus souvent et Luis Enrique a l'air de lui faire confiance et de lui donner du temps de jeu. Pour l'instant, je n'arrive pas trop à jauger de quel bois il est fait. Yoram Zagué, c'est un peu pareil. C'est un joueur qu'on a pour l'instant pas beaucoup vu, qui est encore un peu tendre, qui va peut-être aussi profiter de cette espèce de trou d'air laissé par Nordi Moukile sur le côté droit, mais pour l'instant, on ne le voit pas trop. Ethan Mbappé, Eman Kari qui va oui, Eman Kari qui va revenir, ça pareil, il va falloir le tester dans la rotation, ça va être important. Donc Ethan Mbappé, évidemment, pareil, je trouve que c'est un joueur qui est intéressant. Je ne sais pas s'il aura une grande carrière au PSG. Et en fait, derrière ça, qui y a derrière ça? Xavi Simons, il est considéré comme Titi ou pas? Bien sûr. Bah oui, pour le coup. Bien sûr. Bon, très Il bien. va revenir, voilà. Bon, voilà. Alors, t'en as deux. Donc déjà, si on a effectivement Xavi Ça fait pas Simons, beaucoup pour faire une Eman équipe. Kari. Tu viens de détruire son argumentaire. Non, mais Il même était pas. bien parti, là, Non, mais même toi. pas. Tu le dis. Quel coquin, Non, mais celui-ci. non, mais- Xavi Simons, ça compte ou pas? Alors effectivement, c'est-à-dire que dans le 11 l'année prochaine, tu auras potentiellement Warren Zaïre-Emery, Xavi Simons. Ok. En remplaçant, tu auras peut-être Eman Kari, Seny Mayoulou, Yoram Zagué qui. Ça serait énorme déjà c'est le qu'on mec qui est Paris déjà bien. Saint-Germain, t'es ça. Mais là, tu me dis, est-ce que l'avenir appartient au Titi? Est-ce que l'avenir appartient au Titi? Non. Et voilà. Et donc, juste, effectivement, dans les générations qui suivent, à part Ibrahim Mbaye qu'on va beaucoup suivre dans les prochaines années, pour l'instant, moi, j'ai pas de déco, en tout cas, d'un mec fou, quoi. Donc voilà. Gary, vas-y, parce que tu as le sourire en coin depuis Alors, tout non. à l'heure. Non, voilà. Non, Donc tu simplement. Y a pas rejoins de le. oui ou non. Non, c'est un D'accord. oui, mais bon, c'est un oui. mais. Oui, parce que Lui, c'est un non, moi, parce c'est que un oui. t'as le Paris Saint-Germain dans le cœur, peut-être. Mais non, c'est le souhait, c'est le fantasme de beaucoup de supporters. Certes, tu sors des joueurs, mais non, tu ne peux pas t'appuyer que sur ça. Ça ne peut pas être l'avenir tous les Titi ne peut pas être l'avenir du Paris Saint-Germain. Si tu en as deux dans un 11 titulaire, c'est déjà énorme. Warren Zaïre-Emery, il a suscité l'excitation qu'il a suscité parce que c'était extraordinaire dans le sens premier du mot. C'est-à-dire que ça arrive pas tous les jours, un mec comme Warren Zaïre-Emery qui sort du centre de formation. Donc non, il faut pas mettre cet espoir-là sur ces jeunes-là. C'est un peu des coups de poker malgré tout. Enfin, je veux dire, qu'on voit le Barça ou qu'on voit le même Benfica qui sort beaucoup de joueurs. Enfin, c'est rare qu'il y en ait deux par saison qui sortent. Je veux dire, il y en a un toutes les 2-3 saisons, et il y en a un sur ceux-là qui va partir peut-être vite.
qui peut partir vite, qui s'intègre dans 50 l'équipe. millions minimum. Mais après, tu attends 5 ou 6 ans pour qu'il y en ait un autre qui s'intègre dans l'équipe. Donc moi, ta question était un petit peu forte. Ouais, mais Qu'il y en ait déjà un ou deux dans le 11 titulaire, je trouve, avec Xavi Simons et Warren Zaïre-Emery, je trouve ça déjà énorme. oui, Romain. Alors, moi, ça va être ma réponse, ça va être pas que. Il doit pas y avoir que les Titi qui prennent le pouvoir. Parce que c'est un peu au l'envie, Paris le Saint-Germain. projet. Enfin, ils ont envie Non, que ça mais- soit jeune. Alors j'entends, Mais il faut que ce soit les ça- meilleurs ça qui va, jouent, en fait, ça va simplement. se rapprocher un peu de ce que dit Alex. J'entends que, et c'est très très bien parce que les Titi, c'est la garantie que l'ADN PSG reste. Et donc il faut pas perdre de vue cet ADN, c'est-à-dire une ADN où quand tu es formé au Paris Saint-Germain, tu sais que les matchs face à Marseille sont importants, tu sais que il y a un savoir-faire, il y a une domination nationale à avoir. T'es Tu peux imprégné transmettre cet d'une ADN sans identité. forcément être formé au club. Ce serait tu aussi peux, un des t'as enjeux raison, qui t'as serait raison, cool, tu peux. ce serait de T'as ra- transmettre cet ADN Paris Saint-Germain, transmettre les jeux, les matchs qui sont importants, etc. aux joueurs qui T'as raison, n'ont tu pas peux, grandi en France, ou qui n'ont pas grandi au mais PSG. souvent ça passe. Le principal moteur aussi, ça peut passer par cette Oui. jeunesse-là. Donc Ou des mecs mais- comme Marquinhos qui mais- sont pas formés là et qui ont complètement Exactement. cet ADN-là. Mais après, il est arrivé tellement jeune, Marquinhos, que C'est vrai tu vois, Mais il faut absolument pas se dire on va faire une équipe que de Titi. C'est non. La plupart des équipes qui ont fait des équipes formées au club sont des équipes qui ont été contraintes de le faire. Je pense C'est le notamment. compas rond salut, le FC Barcelone. Le FC Barcelone, en c'est ce un bon moment, exemple, hein. c'est un très très bon exemple. Lyon, au milieu des années 2010, quand ils sortent les Tolisso, Lacazette, Fekir, Ferry, Umtiti, tout ça, c'est parce que Lyon n'a pas d'argent à ce moment-là. Ils doivent rembourser le stade, ils ne peuvent pas faire d'indemnité. Ou alors tu as une donc, génération ils- exceptionnelle. Ils se tournent. Ouais, mais la génération C'est rare. exceptionnelle, Ça ils saute l'ont un aussi mélange des provoqué. Ouais. C'est aussi provoqué parce que tu as des mecs que tu es obligé de mettre sur le devant de la scène et t'en as qui progressent, donc forcément, ça tombe bon pour toi. Maintenant, il faut en avoir 2, 3, 4, 5 dans l'effectif. Dans l'effectif, je parle, global. Et après, en plus, le PSG, ça a toujours été un club de stars. Ça a toujours été un club de je vais mettre de l'argent sur tel mec, je vais mettre de l'argent sur telle pépite étrangère, brésilienne notamment. Il faut essayer de faire en sorte. Je lisais une stat qui est assez folle. Dans les 5 grands championnats, il y a un joueur sur 10 qui vient de la région C'est parisienne. SoFoot qui SoFoot qui a sorti ça. C'est ça, ouais. Complètement dingue. Un joueur sur 10 dans les 5 grands championnats vient de la région parisienne. Et D'ailleurs, je vous le C'est conseille, complètement fou, quand même. ça sort le 2 mai. Ouais, mais Il y a un spécial spécial joueur de de France, France. J'aimerais bien savoir Mais- dans ces 1 joueur sur 10 le profil qu'ils ont et quelle est leur qualité, etc. Non, Parce mais ça, c'est pas ça la question. C'est que Ah si, tu peux c'est avoir, très difficile. c'est très difficile 1 d'être million de professionnel. joueurs à travers le monde, mais Non. s'ils ont tous le Non, profil quand tu viens ils du même apportent un endroit, paquet de quand tu choses viens du même différentes. endroit, quand tu viens du même endroit, être professionnel, faire partie d'une élite, d'être Ah, mais je dis professionnel, pas le contraire. c'est déjà complètement dingue. Et d'avoir une personne, un mec sur 10, c'est-à-dire que, en gros, 1 sur 10, c'est un titulaire. Hein. Ah, mais tu as les titulaire mêmes dans chaque problèmes, équipe. t'as les mêmes problèmes qu'ont des Un pays comme titulaire le dans- Brésil où ils ont exactement le même problème que ces joueurs-là Ouais, mais de la là, c'est région pas le parisienne. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont tous quasiment le même mais profil, que tu cherches à amener des joueurs dans un marché et que tu cherches pas à développer leur qualité de football, etc. En Donc c'est un termes de truc joueurs plus d'élite, vaste, on est mais plutôt bien quand même. En Comment termes de joueurs d'élite, on est quand même plutôt bien Ah ouais, non, je dis pas le en contraire. Ile-de-France. je dis Donc pas le contraire. Mais ils ont un t'as des profil joueurs très d'élite et t'as similaire. une densité, donc c'est quand même assez. Ça suffit quoi. Un homme veut prendre la Ah, aucun parole dans doute, cette dans ce émission. genre-là. C'est Alexandre Aflalo parce qu'il est très Non, posé et il me fait des petits signes genre. non, mais comme ça, pour rejoindre ce que disent mes 2 camarades qui sont des personnes brillantes au demeurant. Tu vas arrêter de faire la Suisse à chaque fois. La Et Suisse, non, mais en fait, c'est le je- après qui vient. Non, mais qui en est fait, je intéressant. pense que rappelle-toi ce l'enjeu. qu'a dit Luis Enrique. C'est ça. La phrase est le mais. Et après le Non, mais, non, y a plus rien, c'est ce on que s'en ça veut fout. dire. Ah, non. Je pense que l'enjeu pour le Paris Saint-Germain, en fait, c'est déjà ce qu'il a un petit peu accompli cette saison. C'est pas tant d'être une usine à titulaire pour son équipe, mais de pouvoir faire la place à ces jeunes talentueux si jamais ils venaient à éclore au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'en fait, le problème des Maignan, des Coman, des Diaby, de tous ces mecs-là qu'on regrette beaucoup aujourd'hui, c'est que ils ont eu leur poussée de croissance entre guillemets à une époque où le Paris Saint-Germain fermait complètement les vannes de l'équipe première, où tu avais tellement de titulaires hyper puissants que de toute façon tu pouvais pas aller les chercher et que les entraîneurs faisaient pas les choix forts que fait Luis Enrique de mettre sur le banc les mecs qui pouvaient prendre la place de ces jeunes-là et entraver leur développement. Warren Zaïre-Emery, encore une fois, c'est une exception. Warren Zaïre-Emery est titulaire au Paris Saint-Germain à 17 ans et en Mayoulou, plus, c'est un bon exemple. Mayoulou, par exemple, Mayoulou, s'il a du temps de jeu la saison prochaine, on verra le temps de jeu qu'il a la saison prochaine. S'il arrive à avoir pas mal de temps de jeu la saison prochaine et à pouvoir se développer, ça sera aussi hyper important dans la place qu'il pourra avoir dans Mais cette si équipe-là. le PSG recrute le milieu dont Carré. tout le monde parle et que tout le monde attend, le Mayoulou, il a plus. Bah, Non, mais Mayoulou, il est moi- plus attaquant déjà. Ce qui est assez intéressant, c'est que t'es jeune au Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, c'est pas ta référence.
Enfin, c'est ta Alors, référence c'est qui parce que ta référence Warren Zaïre-Emery, c'est ton rêve. Parce que c'est Ouais, voilà. le Oui. rêve, c'est de te dire si tout se passe bien, si je suis hors du commun, je vais faire un Warren Zaïre-Emery. Par contre, un Mayoulou, cette saison, je parle même pas de la saison prochaine, cette Ouais. saison. Mayoulou, cette saison, c'est des titularisations en Ligue 1, c'est des matchs en Coupe de France, c'est T'as des toujours eu minutes. ça. C'est des minutes. Non, il n'y a pas toujours eu ça. Colin Dagba. Non, Ouais, mais mais non, même les mecs c'était comme ça. forcé. C'était forcé. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution Non, de mais tu vois, remplacement. non, mais tu vois, par exemple, Là, tu peux faire sans Mayoulou cette saison. tu vois, Mais typiquement, pourtant, tu lui donnes sa chance. Si- Et donc, c'est ça l'idée. C'est que tu donnes ta chance à des jeunes et après, ils prennent le wagon ou pas, tu vois. Mais juste, tu leur as donné ta chance. tu vois, typiquement, pour revenir là-dessus, moi, ça me pense un peu au cas d'Edouard Michu, c'est-à-dire que tu avais, Ouais. Xavi Simons qui était un peu, lui, qui était un peu au-dessus de la mêlée. Et encore, quand il était au PSG, c'était pas non plus flagrant. Et puis Edouard Michu qui était plus, voilà, on lui donne sa chance parce qu'on sait qu'il est un peu aussi au-dessus, il est un peu dans ce groupe-là des joueurs qui sont à l'aise. Mais, enfin, tu vois, pareil, El Shaddai Bichabou, enfin, c'était un peu des mecs comme ça. Donc, à voir si Mayoulou, encore une fois, va réussir à saisir cette chance-là, à saisir un peu le temps de jeu qu'il va avoir. Et puis s'il doit avoir une carrière au PSG, qu'il l'ait, quoi. On termine avec toi, Gary, Moi, et pour- ensuite il sera pour- temps de parler de Dortmund. Pour conclure, je trouve qu'on fait beaucoup de procès, de faux procès au Paris Saint-Germain par rapport à sa formation. Et on parle et on énumère tous les joueurs qui ont explosé ailleurs, mais ça arrive dans tous les clubs, dans tous les gros clubs qui ont un centre de Mais formation. on est traumatisé, monsieur. Mais On a, le nombre de joueurs on a, au Real on a un Madrid- joueur qu'on a laissé partir et qui nous a marqué un but en finale de Ligue des Ça, Champions, ça monsieur. arrive à tout, Non, mais ça, après, ça arrive à tous les clubs. Le nombre tous de les joueurs cas, du Real Madrid qui ont été formés là-bas et qui Ouais, bien après sûr. leur ont planté un nombre de buts incalculable. Au Barça, j'en parle même pas. Grimaldo, là, qui est au Bayer Leverkusen et qui est extraordinaire au Bayern, et il est formé au Barça. Et bon, il y en a plein, j'en dis un, mais il y en a. Non, mais Il y en a un c'est sûr, milliard. en fait, les exemples Benfica, sont pas les Bernardo mêmes. Silva, Benfica avec Bernardo Silva, il n'a pas eu sa place. C'est-à-dire il était en réserve, Ouais, il était en il est réserve. parti à Monaco, et c'est là qu'il a explosé. Enfin, je veux dire, ça arrive à tous les clubs formateurs, et tous les clubs formateurs qui veulent gagner des titres et qui ont cette pression-là. Donc, en fait, ça dépend du coach. Si tu as un coach qui fait confiance aux jeunes et qui donne l'opportunité, qui fait tourner, etc., tu as plus de chances de faire appel à ces jeunes-là. Les amis, débat passionnant sur les titis du Paris Saint-Germain. Merci à vous. Et je sais, vous êtes en train de nous dire, bon, il y en a là, vous savez quoi, qui vont écouter ce podcast. Alors, ceux qui vont regarder en vidéo, on vous salue. On n'hésite pas, bien évidemment, à nous mettre les petits pouces qui vont bien. Coucou, salut. Et puis, il y a ceux qui vont prendre la bagnole. Il y a les 3800 supporters qui partent du côté de Dortmund et qui vont s'écouter tous les podcasts. Alors, des copains hein, qu'on salue, les gens de culture, les gens de culture PSG, les gens de Paris United, les gens du Club des 5 aussi, voilà, pour avoir plein d'avis différents. Et puis, on reçoit, je vous le jure que c'est vrai, on reçoit des messages. Je suis sur la route, on est sur la route avec les potes, on est en train de s'écouter le podcast tranquille. Voilà, sur des déplacements, je l'ai déjà vécu. Je me suis même retrouvé un jour en train d'acheter un ticket de métro, je ne sais plus dans quelle capitale européenne, et d'avoir un gars qui se pose à côté de moi qui dit je viens de t'écouter il y a 2 heures dans la bagnole, et là maintenant tu es à côté de moi. Je me retourne, je fais mais qui êtes-vous? T'as eu le couple aussi à San Sébastien là. Mais oui, le couple, ouais, ça un jour je vous le raconterai à nouveau. Mais le couple, voilà, que je salue, je crois que c'était Sébastien, le prénom du garçon. J'espère que madame va bien, j'espère que la grossesse se passe bien. C'était improbable. Bref, voilà, mais ça, un jour je vous le raconterai. Mais voilà, juste vous dire, je sais que vous voulez parler de Dortmund, mais il y avait l'actualité, le championnat, ce débat sur les titis est passionnant. Et désormais, bien évidemment, mercredi, on y va, on va au charbon, c'est la guerre. Face à Dortmund, demi-finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va aller affronter le 5e de Bundesliga qui a perdu 4-1 ce week-end face au RB Leipzig. Je vous rappelle que Dortmund, on les a eu dans notre poule, dans la poule de la mort. C'est eux qui ont terminé devant nous. On les a battus 2-0 en Champions League, bien évidemment, au match aller, 1 but partout au match retour. Paris, bien évidemment, débarque, là, ça sera demain, on part tous demain, la caravane Paris Saint-Germain se met en branle demain matin pour partir du côté de l'Allemagne. Le match sera à suivre sur l'antenne de France Bleu Paris, dispositif énorme, on attaque à 18h, 20h, 200% PSG, le MAG avec Pia Clément, derrière 20h minuit avec Miguel de Rennes, Fabrice Pancrate, Eric Rabé, Sandra Tana, vous les auditeurs, on sera en YouTube live, vous n'hésiterez pas bien évidemment à nous mettre plein de commentaires. Bref, ça va être la folie.
c'est bon, j'ai fait la pub. Maintenant, on va parler de cette rencontre de l'équipe d'Edin Terzic qui va affronter le Paris Saint-Germain. Je vais vous poser la question, messieurs. Est-ce que le Paris Saint-Germain est le grandissime favori de cette rencontre? Puisque là, moi, depuis ce week-end, depuis que j'ai entendu que Leipzig en avait collé 4 à cette équipe de Dortmund, c'est bon. J'ai l'impression que tout le monde a les bras en croix. Genre, c'est bon, on va tous à Wembley, c'est terminé. Non, mais c'est ça, hein, j'ai l'impression que c'est un peu la tendance. Est-ce qu'il n'y a pas danger là? Et il n'y a rien de plus dangereux, il y a rien de plus dangereux que de se voir en finale avant d'avoir joué les matchs. Donc, est-ce que Paris est favori? Oui. Pourquoi? Mais parce que c'est le champion de France et l'équipe de Mbappé qui affronte le 5e de Bundesliga. Factuellement, tu es favori. Au-delà de juste de ce constat très simple, le Dortmund n'a jamais éliminé le PSG sur une double confrontation en Ligue des Champions. C'est déjà arrivé 2 fois, plus en phase de groupe. Je ne crois pas que le PSG ait déjà perdu en phase de groupe contre Dortmund. Arrêtez-moi si je me trompe. La seule défaite du PSG contre Dortmund, c'était en 2020. Voilà. Donc, le match aller en 2020, les 2 buts de Haaland, machin. Donc déjà, ça, c'est dit. Maintenant, les matchs, il va falloir les jouer. Il va falloir les gagner. Il va falloir marquer plus de buts que l'adversaire, comme on dit. Et ce ne sera pas simple parce que ce sera aussi une demi-finale de Ligue des Champions pour Dortmund. Et le Dortmund de la demi-finale de Champions League, ce sera peut-être pas le même Dortmund de la phase de groupe, du premier match de la phase de groupe. Et peut-être qu'ils auront un surplus. Et peut-être que je sais pas, Niklas Süle aura perdu 15 kilos avant le début du match. Voilà. Voilà, ça, c'est un petit tacle. Quand même. Non, mais vous l'avez vu, Niklas Süle ou pas? Oui, il est gros. Voilà. Qu'est-ce que vous avez contre les gros? Attention. Non, mais moi aussi, je le suis. Je sais pas si t'as vu Sauf que nous, on n'est pas footballeur professionnel. Skriniar, je pense qu'il serait sympa de voir une course aux 100 mètres entre Skriniar et Süle. ça peut être sympa, du divertissement. Gary, est-ce que le Paris Saint-Germain est le grandissime favori de cette confrontation ou est-ce qu'on est en train de s'enflammer et il y a danger? Je pense pas que le fait qu'on s'enflamme va apporter du danger au Paris Saint-Germain, mais je pense que le Paris Saint-Germain est favori. C'est une certitude. Après, ce statut, qu'est-ce qu'il apporte, je ne sais pas trop. Mais ça dépend sur quel PSG, sur quel Dortmund le PSG va tomber. Il faut savoir que Dortmund, aujourd'hui, il a autant de visages qu'il a de matchs depuis le début de la saison. C'est un Dortmund qui n'a pas perdu contre le Bayer Leverkusen, qui a fait 2 matchs nuls. C'est la meilleure équipe du championnat allemand cette saison. Qui est champion. C'est un Dortmund qui a battu le Bayern, Munich. C'est un Dortmund qui élimine l'Atlético de Madrid. Donc, ça dépend contre qui tu tombes. Parce que Dortmund, ils ont beaucoup de visages différents et ils peuvent être dévastateurs en contre et ils peuvent très bien exploiter les espaces du Paris Saint-Germain selon leur degré d'implication et leur degré d'implication défensive, tout simplement. Donc, moi, je pense que le Paris Saint-Germain est favori, mais attention à Dortmund. Au Westfalenstadion, parce que c'est toujours dangereux. Ça va être effectivement dangereux, bouillant, le mur jaune, etc. Les 3800 supporters parisiens qui vont donner la leçon à ce mur jaune, parce que ça avait déjà été le cas lors des matchs de poule. Est-ce que tu as entendu les arguments des copains, Romain? Est-ce que toi aussi, tu penches sur ce côté favori, mais... Le Paris Saint-Germain est le facteur déterminant de cette double confrontation. Si le Paris Saint-Germain joue à son meilleur niveau, le Paris Saint-Germain passe. Si Dortmund joue à son meilleur niveau, Dortmund n'est pas sûr de passer. C'est vrai. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, tu es favori, ce qui est logique. Et il y a aussi un autre truc, quand il y avait le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions, si on avait le choix d'une équipe qu'on considérait comme la plus faible des 8, c'était le Borussia Dortmund. Donc, il y a un moment, on peut essayer de prendre le problème dans tous les sens. C'est logique que le Paris Saint-Germain soit favori. Mais la logique, tu vois, ils sont en demi-finale. Donc... Ouais, la logique. Mais parce que l'Atlético à l'extérieur cette année, bref, mais c'est autre chose. On va pas faire de débat. mais le fait est que tu es favori. Mais le fait d'être favori, ça te garantit en rien d'être qualifié. Tu vas jouer 4 mi-temps. Tu vas jouer comme face au Barça, tu vas jouer 4 mi-temps en 6 jours avec l'aller le mercredi, le retour le mardi, et pas en 8 jours. Tu vas les jouer en 6. Tu n'as pas de match de Ligue 1 entre les deux, tu as 4 mi-temps à préparer. Et donc, c'est pas parce que tu vas gagner ou perdre ton aller que tout sera joué. L'important, c'est de préparer au mieux ces deux matchs-là qui en sont faits en sont un seul séparé par 6 jours. Et c'est le meilleur contexte pour le Paris Saint-Germain. On a vu qu'ils adorent jouer comme ça parce que trop de temps entre les 2 matchs, ça n'a jamais porté beaucoup de choses positives. Et puis même tactiquement, l'approche tactique du match aller de Luis Enrique où il s'est un peu trompé dans sa composition de départ est complètement différente de celle du match retour où là il a tordu Xavi là-dessus, tu vois. Donc il faut
faut le faire. Et le retour au parc. Et retour, et t'as le facteur retour au Parc des Princes en plus. Il faut le faire. Rien n'est fait. Rien n'est fait, parce que si le Paris Saint-Germain arrive et n'y va pas, ils vont tomber face à une équipe qui va. Il y a des feux follets à Dortmund, il y a des mecs lents derrière, mais il y a des mecs, c'est des bourbiers. Hein. En transition, ça peut aller très Adeyemi, vite. c'est un bourbier. Enfin, il y a des. Même après, ils ont même Jadon Sancho, des profils. Jadon Jadon Sancho qui revient bien. Il y a devant Füllkrug, c'est chiant. En fait, c'est chiant à défendre. Füllkrug de la tête, moi, il me fait flipper un peu parce que effectivement, vu comment le PSG est nul de la tête. C'est ça. Et donc Voilà, il faut le faire. Maintenant, à ta question, le Paris Saint-Germain est le facteur déterminant. Donc le Paris Saint-Germain, s'il aborde ces 2 matchs, ces 4 mi-temps sérieusement, il se qualifiera pour la finale de Ligue des Champions. Mais est-ce que ça nous met pas trop de pression justement à ce Paris Saint-Germain, parce qu'on se connaît par cœur. Ouais. Là, on nous a dit il n'y a pas d'objectif, on est tranquille. Nasser Al-Khelaifi, après la Real Sociedad, a dit les garçons, profitez-en, il faut être tranquille. Mais là, tu as une voie royale pour aller quand même poser tes fesses à Wembley le 1er juin prochain. Et c'est là en fait où encore une fois Luis Enrique sera aussi très important. Luis Enrique et son staff. C'est-à-dire que de la même manière qu'ils ont brillamment réussi à aborder le défi psychologique qu'a représenté le quart de finale face au FC Barcelone, avec cette défaite à l'aller, avec ce but rapide encaissé au retour, et avoir réussi à complètement s'approprier ce match et à créer une atmosphère positive autour de ce match dans le groupe. Là, maintenant, il va falloir changer de logiciel et avoir cet état d'esprit conquérant en étant l'équipe que tout le monde attend. Et en fait, c'est un piège dans lequel a pu tomber le PSG aussi par moment, mais encore une fois, c'était différent du PSG d'aujourd'hui qui, je trouve, psychologiquement a un petit peu changé. Oui, Romain, et après, c'est pour toi. C'est ce qu'a fait le Paris Saint-Germain déjà cette saison. Face à la Real Sociedad, le PSG était favori, il fallait absolument passer, sinon c'était la honte. Match aller, tu gagnes. Match retour, oh là là, attention, faut savoir gérer une avance. Anoeta, s'il y a un peu d'ambiance, ça devient un bourbier. Si tu prends un but vite, 2-0. C'était en 8e. C'était en 8e. Oh c'était en 8e. T'as eu le temps de 3 semaines. Et match retour, et quart de finale, pardon. Oh là là, le Paris Saint-Germain qui doit remonter un résultat, ils l'ont jamais fait. La pression, il faut absolument. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Donc non, ce PSG-là, je veux bien qu'on rumine toujours les démons du passé, c'est normal, etc. Mais le PSG de cette année nous a montré que justement, mentalement, il était là. Grâce à l'apport de son coach. Hein. Donc c'est un truc c'est une épreuve. C'est une demi-finale de Ligue des Champions. Il faut la remporter. Voilà. Moi, justement, je suis curieux de voir quelle stratégie de communication va mettre en place Luis Enrique, parce qu'on l'a vu, elle était très claire contre le Barça, c'est pas nous les favoris, c'est eux, ils ont 5 Champions League, nous on n'a jamais rien gagné, on va juste essayer d'aller de l'avant. Et là je suis curieux de voir, parce que clairement hein, ils sont favoris, est-ce qu'il va assumer ce rôle de favori, comment il va le faire? Moi ce que je verrais utile, c'est de prendre un rôle de favori, dominateur, on y va, on veut gagner, etc. Comme peut le faire un Real Madrid quand ils sont dans cette position de force-là, justement, et que quand le match commence, même les adversaires se disent, de toute façon, hein, c'est pas possible, quoi. Ils sont largement au-dessus de nous, c'est leur compète, il n'y a rien à faire. Et il faudrait que le PSG, justement, adopte cette mentalité et cette attitude. Et est-ce que Luis Enrique serait capable de mettre cette petite cerise sur le gâteau là qu'il est en train de faire de mentalité et de préparation mentale du Paris Saint-Germain? Ce serait extraordinaire. En tout cas, sachez que c'est Anthony Taylor, l'arbitre anglais, qui sera le sifflet de cette rencontre. Les copains, très rapidement, on a moins de 2 minutes pour le faire. Avec quelle équipe qui prend la défense? Bon, gardien de but, voilà. Alex, en défense, l'équipe les 4, Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes. Ça, c'est pour le bloc défensif. Milieu de terrain, cher ami. Vitinha, Warren, Fabian. Fabien Ruiz? Ah oui, Fabien Ruiz. Peut-être Asensio à la place de Ruiz. D'accord. Moi, j'aurais préféré Fabien Ruiz pour gérer un peu plus. Mais c'est, et je trouve qu'Asensio, contre le Havre, il a rien apporté du tout en première mi-temps. Il a pas. Techniquement, ça m'a pas convaincu, même si on sait qu'il a les qualités. Je trouve qu'en termes de caractère, c'est un peu. Je reste sur ma faim avec. Et pour moi, tu peux pas dissocier le milieu de terrain à la ligne de 3 de Tanguy, sinon. Justement, la ligne de 3. Pour moi, il faut devant. partir avec Mbappé, Barcola, Dembélé. Bon, j'adore Gonzalo Ramos, hein, c'est bien,
Mais dans ce schéma-là, à l'extérieur, où tu vas pouvoir avoir de la transition, etc., ces trois-là, ils t'aident trop. Et donc, c'est pour ça aussi que je mets peut-être Asensio un peu plus bas, parce qu'il a cette capacité avec ce pied de pouvoir balancer des ballons devant assez rapidement. Écoutez, laissez-moi croire qu'après le 11 titulaire que j'ai vu contre Le Havre, avec Barcola titulaire, avec Kolo-Muani titulaire, Dembélé titulaire, j'ai du mal à croire que 2 de ces 3 joueurs débuteront contre Dortmund. Ils sont sortis à la mi-temps, hein, Barcola, Dembélé. Hein. Écoute. Mbappé est rentré à la mi-temps et Asensio est sorti à la mi-temps aussi. Il y en a un qui veut donc Gonzalo Ramos devant, accompagné Non, mais par en vrai, de voir Gonzalo Ramos titulaire, je trouve que ce serait étonnant. Ce serait étonnant. Ce serait une récompense pour le joueur par rapport à ses dernières performances et par rapport à la saison qu'il fait. Mais je pense que malgré tout, ça ira du côté de Romain avec Barcola, Mbappé et Dembélé. Par contre, au retour, il peut jouer peut-être. Je vous rappelle que le match est à suivre sur l'antenne de France Bleu Paris, Dortmund, Paris, Saint-Germain, la demi-finale aller de Ligue des Champions, énorme soirée sur notre antenne de 18h à minuit. On va se régaler, bien évidemment. Les amis, il est temps de se dire au revoir. Oui, parce qu'on peut discuter très longtemps et le studio, on peut le garder, mais il y a des gens qui arrivent derrière et après, derrière, on peut se faire chasser. Donc, c'est-à-dire que des gens travaillent. Il y a d'autres gens qui ont réservé ce studio et à un moment, il faut qu'on le rende. Il faut qu'on rende les clés. On aurait dû arriver un tout petit peu plus tôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. Merci à Romain, merci à Gary, merci à Alex de cette bonne humeur et de toutes ces belles infos et de ces bons moments dans ce podcast. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à partager, à commenter sur YouTube, en podcast, sur francebleu.fr, mais aussi sur Twitter, sur tout ce que vous voulez, toutes les plateformes, vous n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir, mettez-nous des petits commentaires et on se retrouve bien évidemment pour le débrief de cette rencontre entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Ça sera le 2 mai pour le podcast. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Prochain rendez-vous PSG sur l'antenne de France Bleu Paris. Et là, c'est sur les ondes, c'est 100% PSG le mag avec Pia Clément entre 18h et 19h. Merci à toutes et à tous. Il est temps de débrancher ce podcast.